Il a choisi sans surprise Maroua, la capitale régionale de l'extrême nord, pour lancer sa campagne électorale. Dans son discours, Paul Biya a soigneusement survolé le bilan de ses grandes réalisations à l'extrême nord et s'est appesanti sur des projets visant à captiver l'intérêt de ce vivier électoral, un vivier électoral convoité aussi par les autres candidats à l'élection présidentielle. Désormais, dans l'arène politique, ce bilan des grandes réalisations joue-t-il en faveur du président sortant et candidat du RDPC, candidat à sa propre succession? Que valent les propositions et les programmes politiques, économiques et sociaux des autres candidats à l'élection présidentielle? Mesdames, Messieurs, Etoudi 2018, ce soir, c'est un duel de choc entre le professeur Charlemagne Pascal Messanga Nyamding. Bonsoir. Bonsoir Cédric. Vous êtes membre titulaire du comité central du RDPC, merci d'être avec nous. Ben c'est moi qui vous remercie pour cette émission citoyenne de campagne. Et dans ce duel, Wilfried Ekanga. Bonsoir Wilfried. Bonsoir Cédric. Analyste politique engagé au sein du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Merci d'être avec nous ce jour. Etoudi 2018, édition spéciale. Je commence avec vous, professeur. Le président sortant, candidat du RDPC, Paul Biya, a lancé sa campagne à Maroua. Dans son discours, le bilan de ses réalisations à l'extrême nord n'a pas clairement été évoqué. Quelle est votre analyse? Quel bilan pouvez-vous faire au sein du parti au pouvoir des réalisations faites à l'extrême nord concernant, bien sûr, le candidat du RDPC? D'abord, je voudrais corriger quelque chose. Vous dites que le bilan n'a pas clairement été énoncé, c'est faux. Le président gouverne et sur ce point bien précis, il a eu un problème de sécurité qui était au cœur de ce qu'on a appelé la déstabilisation du Cameroun par les mouvements terroristes. Je crois que ça doit étonner les téléspectateurs lorsqu'ils vous entendent dire que cela n'a pas été énoncé, alors qu'au Talk de Paris, on a vu le président Paul Biya déclarer officiellement la guerre au Boko Haram. Boko Haram a été vaincu, c'est une pleine satisfaction. Alors je ne comprends pas pourquoi vous commencez par dire que ça n'a pas été énoncé. Les problèmes de sécurité préoccupent le président de la République. Et ensuite, non seulement son discours était structuré en 3 points. D'abord, l'évaluation de la mise en œuvre de sa politique de sécurité au Nord. On a bien vu que ça marchait. Quand vous voyez le G5 Sahel et tous les pays de la CBLT, vous allez vous rendre compte que le Cameroun s'en sort plutôt très bien. Puisque sur les faits, on constate qu'un grand pays comme le Nigeria ne contrôle pas pleinement son territoire du fait de la grande forêt de Sambisa où se trouve Boko Haram, alors que le Cameroun se bat avec les terroristes à l'effet d'éviter que son territoire soit occupé. Donc sur ce point, il faut le corriger tout de suite. Et maintenant, le président a un bilan. Il a ramené la paix et la sécurité dans le Grand Nord. Justement, deuxième point, oui. Alors, sur cet aspect de sécurité, j'aimerais avoir la réaction de Wilfried sur la politique sécuritaire menée à l'extrême nord. Selon le professeur Charlemagne Pascal Messanga Nyamding, il y a un bilan positif. Boko Haram a été réduit, selon lui, à sa plus simple expression à l'extrême nord du Cameroun. La situation est désormais sous contrôle. Est-ce que vous partagez ce point de vue? On a l'habitude de dire que on sait quand une guerre commence, on ne sait pas quand elle se finit. Donc c'est un peu dangereux, c'est un peu avancé de dire que le mal a été endigué pour de bon et que la sécurité est revenue pour l'éternité. Cela dit, je vais donner raison à M. Messanga Nyamding qui dit que sur le volet sécuritaire, le Cameroun fait figure en quelque sorte d'exemple dans la sous-région et peut-être même dans le continent, parce que peut-être rares sont les pays ou les observateurs qui pariaient sur le fait que le Cameroun réussirait à préserver l'intégrité territoriale face à la menace Boko Haram, d'autant plus que c'était une guerre asymétrique. C'est le volet, c'est peut-être en fait, de mon point de vue, c'est l'un des rares volets où le président Paul Biya a un résultat. On ne va pas parler de bilan, plus ou moins positif. On ne parle pas de bilan parce que c'est une circonstance qui s'est imposée d'elle-même. Quand on a demandé le bilan du président Paul Biya, on est en train de comparer ce qui avait été promis en 2011 par rapport à ce qu'on observe en 2018 comme réalisation.
avoir un concours de circonstances comme celui qu'on a eu avec l'attaque de Boko Haram, on va dire à quelque chose malheur est bon. La crise sécuritaire est arrivée et le Cameroun a répondu avec panache, avec brio à cette crise au point où oui, Boko Haram n'a pas grappillé une parcelle de territoire du Cameroun. Pourtant, le Nigeria a certaines difficultés, notamment dans sa partie nord-est, dans la fameuse forêt de Sambisa qui est à peu près le nord-ouest du Cameroun. Cela dit, et j'insiste dessus, ce n'est pas à intégrer dans le bilan du président Paul Biya, c'est à intégrer dans la gestion des crises et des circonstances inattendues. Pour ce qui est du bilan, on a envie de poser la question, qu'est-ce qu'il aurait dit? Que serait-il advenu de son discours, du contenu de son discours s'il n'y avait pas eu le problème Boko Haram? Qu'aurait-il eu à proposer aux populations du nord-ouest et sud-ouest? Et je crois que c'est sur cela que se focalise la question principale. Justement, avant d'arriver dans les régions anglophones, pour ça, Msanga Nyamdi, la région de l'extrême nord reste l'une des régions les plus pauvres du Cameroun. Pourtant, en 2011, le chef de l'État a une kyrielle de promesses, notamment la construction de nombreux forages pour faciliter l'accès à l'eau potable pour ces différentes régions. L'accès à l'emploi également est un sérieux problème qui se pose à l'extrême nord du Cameroun et plusieurs ont signalé que c'est l'une des raisons qui a profité à Boko Haram pour recruter des jeunes à l'extrême nord qu'a fait le président Paul Biya pour résoudre ces problèmes durant ce dernier mandat présidentiel. Oui, je le souris parce que chose. Vous dites oui, le chômage, vous évoquez en plus les sécurités. On vous dit que les sécurités est terminée. Et je voudrais remercier M. Wilfried Ekanga parce que c'est le type d'intellectuel et des jeunes hommes politiques que le Cameroun a besoin. Vous savez, aujourd'hui, la polémique, et d'ailleurs certains contribuent à faire échouer les rivaux du président Paul Biya parce qu'ils racontent, ils promettent le rêve, ils racontent des choses impossibles, ils ne sont pas cohérents parce qu'ils oublient quelque part, gouverner aussi n'est pas une chose facile. Alors sur ce point bien précis, quand vous revenez sur le bilan sécuritaire, on vous dit que c'est terminé. Bon, maintenant, le discours du président de la République a été structuré sur 3 points. Le premier déterminant, c'était de dire aux populations, voilà, c'est terminé, nous avons pratiquement vaincu. Comme je l'ai promis, c'est un bilan, Boko Haram. Nous sommes d'accord là-dessus. Le deuxième axe, c'est la prospective. Mais avant la prospective, il y a en 2011, lors de sa campagne électorale, il a évoqué une série de projets qui devaient être réalisés à l'extrême nord. Il n'est pas revenu dessus dans son discours sur les choses qui ont été réalisées. Lesquelles, par exemple? Il ne pouvait pas. Mais prenez les différents barrages. Vous avez suivi les discours qui ont précédé celui du président de la République. Vous aviez d'ailleurs les élites qui remerciaient le chef de l'État parce qu'il y avait d'autres axes, notamment en matière d'énergie, qui avaient été mis en place, même si, il faut le reconnaître, le barrage de Lac d'Eau et bien d'autres ne sont pas terminés. Bon, le président a également évoqué, attention, surtout ces élites, les principaux axes qui vont apporter le développement, notamment l'université de Maroua, qui est une réalité en matière d'éducation. Et puis, il faut le dire, la réhabilitation de l'aéroport de Maroua-Salak. Bon, maintenant, quand vous nous dites le problème du chômage, oui, écoutez, je voudrais d'abord vous dire que certains ont fait du chômage des jeunes, appelons ça le pont aux ânes de cette campagne. J'ai dit oui, mais il faut quand même rappeler quelque chose. Contrairement à ce qu'on dit, en matière de jeunesse, le Cameroun est aujourd'hui l'un des pays, je vous dis d'ailleurs, sous le contrôle de mon adversaire politique ici, l'un des pays au monde où l'administration est jeune à 80%. Prenez la territoriale. Je voudrais vous dire que 80% des sous-préfets, des préfets, des agents d'arrondissement sont pratiquement jeunes. Je ne voudrais pas vous dire d'aller le vérifier sur le terrain. Vous prenez le cas des proviseurs, vous prenez le cas même de certains hauts fonctionnaires, vous prenez le cas de certains hommes d'affaires comme Fongang qui est aujourd'hui à l'ouest ou bien d'autres qui émergent ici et là. Vous allez voir qu'il y a une dynamique, mais il faut le reconnaître, avec la mondialisation, je termine là, nous avons des problèmes qui échappent effectivement aux États africains. Regardez, nous sommes passés du point de vue des relations internationales aux objectifs, aux objectifs du millénaire pour le développement, les OMD, aux ODD. Est-ce que dans l'action bilatérale entre les organisations internationales qui encadrent les dynamiques sociales et politiques en Afrique, on a réussi à faire le premier bilan? Donc il y a une dimension endogène
et une dimension exogène qui pose problème. La dimension endogène, oui, je vais vous concéder cela. Il y a la corruption qui ne tient pas. D'ailleurs, il est mieux placé que moi, Wilfried Ekanga, sachant que son candidat est trempé dans des affaires. Nous parlerons de la corruption. Je reviens là. Et puis, de l'autre côté, il y a... Permettez également à Wilfried de réagir. Je termine sur le dernier point avec la permission de Wilfried. Et puis, il y a également une prospective qui a été faite lorsque le chef de l'État a annoncé la création du chemin de fer entre Ngaoundé et Kousseri. On peut dire que dans la prospection, dans l'effectivité, tout est au point. Alors, bilan économique du président Paul Biya à l'extrême nord, l'une des régions les plus pauvres du Cameroun. Est-ce que le bilan que vient d'évoquer en quelques mots Msanga Nyamding pour vous est convaincant dans le cadre de cette élection présidentielle? Il n'est absolument pas convaincant. En fait, quand on écoute le RDPC ou ses représentants, on a l'impression qu'il y a deux Camerouns différents. On a l'impression de vivre dans un Cameroun et eux, ils vivent dans un autre. On dirait un mirage. Il ne faut pas être dupe et il ne faut pas que nos compatriotes qui nous regardent se trompent. Le président Paul Biya n'est pas allé à Maroua parce qu'il était préoccupé par les besoins des populations. Le président Paul Biya est allé à Maroua parce que le Grand Nord représente plus d'1 million d'électeurs. C'est un vivier électoral colossal. S'il avait été intéressé par les préoccupations des populations là-bas, il ne serait pas allé à l'approche des échéances électorales. Il y aurait été dans l'entre-deux élections. Justement, dans le discours de bienvenue qui lui a été adressé, on a répété les fois où il était là, je pense 2011, 2014. Il y a donc un intervalle de 5 ans où le président se rend dans une des principales villes de son pays. C'est un mépris envers les compatriotes, autant que le fait d'avoir promis des choses qui n'ont pas été réalisées et de promettre des choses supplémentaires. Lesquelles? Lorsqu'on dit... Qu'est-ce qui n'a pas été réalisé? Je vous en prie. Non, c'est interactif. Je suis un professionnel, Cédric. Respectez l'interactif. Vous êtes, Cédric, vous êtes plus engagé que lui, apparemment, aujourd'hui. Mais j'ai dit lesquels, j'ai le droit de le dire. J'ai le droit de le dire. Wilfried, allez-y, c'est moi qui ai la parole ici. C'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'on a l'impression de vivre dans deux Camerouns différents. Il y en a qui trouvent le moyen de dire que les promesses tenues aux Camerounais par le président Paul Biya en 2011 ont été réalisées en 2018. Dans ce cas, nous vivons dans un mirage parce que nous avons du mal à les observer. Oui. Vous parlez du projet du chemin de fer qui va relier Ngaoundéré à Kousseri. Très bien. Il n'a pas dit comment, il n'a pas dit dans quelle logique. On a balancé comme ça une preuve. Vous avez par exemple, dans ce qu'on appelle l'écartement de rail, il y a une absence d'uniformité entre le Cameroun et ses plus proches voisins qui rend difficile le fameux facteur d'intégration sous-régionale dont on parle. Au Gabon, l'écartement de rail standard est de 1435 mètres. C'est 60% des écartements de rail à l'échelle internationale. En France et les pays Portugal et Espagne qui ne l'avaient pas ont commencé à s'ajuster pour qu'un train à grande vitesse puisse partir de l'Allemagne pour la France en passant par, pour l'Espagne en passant par la France, en tout cas pour qu'il y ait une fameuse intégration. Au Cameroun, le chemin de fer est métrique, c'est-à-dire il fait 1000 mètres de large, 1 mètre. On n'a pas expliqué si, dans le nouvel ajustement du ferroviaire, on va adapter à ce qu'on pourrait y avoir au Tchad plus tard pour avoir une intégration sous-régionale dans le domaine ferroviaire. On n'a pas expliqué si il va s'accorder au chemin de fer existant, c'est-à-dire d'en avoir 1000 mètres et ne pas répondre à ce qu'on a de l'autre côté. On a balancé comme ça, en plus d'avoir, vous avez demandé les promesses qu'il a tenues en 2011 et qu'il a fait en 2011 et qu'il n'aurait pas tenues. Nous en parlions encore il y a quelques jours sur une chaîne de la place à Yaoundé avec le secrétaire général à la communication où je posais la question, qu'en est-il du fameux tramway urbain dans les villes qu'il avait promis? Le tramway, c'est, pour ceux qui connaissent un peu l'Occident comme vous, c'est le fameux, en tout cas la version externe du métro. C'est-à-dire qui va permettre de transporter les gens comme les bus le font aujourd'hui. En plus de s'être moqué des Camerounais en prenant les images du tramway de Lyon, que je connais comme par hasard très bien, on a présenté aux Camerounais parce que c'est très beau, voici ce qu'on va avoir pour vous. On leur a parlé des hôpitaux de référence et de réajustement des infrastructures, notamment routières et sportives, dans la même région de l'extrême nord. Et ça n'a pas été réalisé et on leur donne encore des promesses supplémentaires. Ça n'a qu'une seule conclusion. Le président qui est justement conscient de cela parce qu'il maîtrise bien la géographie politique de son pays, les élections approchent. Les lieux où il aura le plus de voix à gagner, c'est en plus du centre-est, l'extrême nord notamment. C'est pour ça qu'il n'est pas allé, je ne sais pas, à Bafia d'abord et ainsi de suite.
Et comme il fallait aller avec quelque chose, en bon politicien qu'il est, c'est la doublure de Machiavel comme on dit, il a balayé, il a bifurqué habilement, bien manié la langue sur l'absence de ses projets, et il a présenté les projets qui soi-disant seront tenus. C'est la naïveté des populations qui font élire le président. Le fait que le candidat du RDPC a préféré s'appesantir sur de nouvelles promesses pour susciter l'intérêt de ce vivier électoral et non s'appesantir sur ce qu'il avait entrepris de faire en 2011. Qu'est-ce qu'il avait entrepris en 2011 de son mandat présidentiel. Qu'est-ce qu'il avait entrepris? Est-ce que vous répétez ça? Quoi? Je vous ai citez-moi deux. Par exemple, le projet de construction de 3000 forages à l'extrême nord du Cameroun. Il y a également la politique du tourisme qui est aujourd'hui plombée par la visibilité qui n'existe pas. Alors, que répondez-vous à ces critiques? D'abord, je réponds sur des promesses imaginaires de mon estimé compatriote du MRC lorsqu'il parle de métro. Vous savez, les Camerounais, plus la campagne avance, plus ils se rendent compte que les opposants, d'abord, ils font preuve d'indiscipline parce que au moins nous, RDPC, nous soutenons le président Paul Biya parce que c'est un chef qui nous discipline. Alors quand on parle de position, ils sont indisciplinés, ils n'ont pas de chef. C'est un groupe acéphale et là encore, ils viennent de faire preuve de cette dimension qui ne ramène pas la confiance lorsqu'il fait croire que c'est à Marois ou à l'extrême nord que le président Paul Biya a promis le métro. Moi, j'ai un agenda, chef de l'État. Je veux dire mon estimé confrère, collègue de politique, de retirer un peu, parce que le projet du métro, c'était à Douala. Et ça devait être fait par les Allemands. Effectivement, sur les forages, vous avez totalement raison, Cédric. Ça prouve que vous faites preuve aussi de professionnalisme. Je voudrais vous dire qu'à ce jour, à l'extrême nord, où étaient prévus, je crois, à peu près 3200 forages, on est à 2800 atteints. Et sur ce point, ça aussi, il faut le dire. Le président de la République, en homme politique averti et en bon gestionnaire sur ce plan, il y a ce qu'on appelle les acteurs, c'est-à-dire les hommes politiques qui font des promesses, et il y a ce qu'on appelle des facteurs. Et là encore, on peut voir que le principal facteur qui nous a fait prendre un coup sur le plan économique, et ça personne ne peut l'ignorer, c'est cette fameuse lutte contre le groupe terroriste Boko Haram, qui, Dieu seul le sait, a mobilisé près, et je vais vous donner quelques chiffres dans la programmation, près de 30% et parfois 40% du budget opérationnel de l'État camerounais. Je ne sais pas si vous voyez ce que ça coûte, vous faites une programmation, vous dites pour la rentrée de mes enfants, j'ai réservé 1000 francs, et subitement vous avez un facteur qui vous amène à utiliser près de 400 francs sur les 1000 francs programmés. Mais mes enfants vont à l'école. Je crois qu'il ne faut pas être de mauvaise foi parce que certains font toutes sortes de promesses. On a même vu certains ne même pas avoir une vision, notamment le candidat de Wilfried Kaga sur la forme de l'État. Et le président Paul Biya n'est pas du style à faire des promesses qui ne tiennent pas. Mais je reconnais, oui, comme de 1986 à 2006, on a eu un facteur qui nous a amenés dans l'ajustement structurel. Ça aussi, il faut le reconnaître. Le facteur Boko Haram aurait pu faire de cette zone, et ça, il faut saluer l'action du président de la République, une zone où non seulement on ne paye plus les fonctionnaires, mais aussi une zone où on pouvait complètement arrêter certains projets. Je vois ici en matière d'éducation, où on a quand même vu l'université de Marois être opérationnelle avec tout ce que ça comporte comme conséquence dans la sous-région. Et pour terminer sur ce point, je voudrais ici le dire. Le président Paul Biya, dans son discours, d'ailleurs on l'a bien ressenti, contrairement aux autres, n'a pas passé le temps à insulter, à dire qu'on a 85 ans. Et d'ailleurs, Wilfried, j'en profite parce que je vous ai en face maintenant pour vous demander de vous calmer un peu sur l'âge du président. Chaque fois que vous venez sur un plateau, comme vos amis, vous essayez toujours, comme votre menteur, le ministre Kamto, je vais faire partie de cet homme de 85 ans. Il y a une dimension humaine et biblique. Moïse a délivré le peuple d'Israël à 80 ans.
et nous sommes africains. Je ne sais pas si chez vous, dans votre village, et conformément à nos coutumes africaines, moi je suis un Sawa, on peut faire de l'âge d'un individu un programme de campagne. Alors, donc sur ce point, je fais constater que sur le plan politique, on a vu que le président a eu de grands ralliements, FNC, et bien monsieur Moustapha Amadou, monsieur et les autres, Belebouba Magui, Tirouma. C'est la preuve que la confiance est revenue. Sur le plan économique, effectivement, la détérioration des termes de l'échange nous a aussi fait prendre un coup au nord. Parce qu'il faut vous rappeler sur ce point bien précis que notre zone du Nord vit essentiellement de la culture du coton, avec la soie de coton qui a elle-même pris un coup. Alors, et je voudrais donc vous dire qu'il y a donc des atouts qui ont été menés par un homme d'expérience comme Paul Biya, qui a su maintenir non seulement la cohésion, mais qui a continué à faire du Nord un pôle touristique, contrairement à ce qu'on a entendu ici, où il fait bon vivre et où les activités sont en train de reprendre maintenant parce qu'il faut être sûr qu'on a nettoyé complètement les poches de Boko Haram. Vous avez évoqué les facteurs qui ont entravé, bien sûr, les performances économiques du Cameroun, oui. À savoir les dépenses liées à l'insécurité, mais aussi la crise économique internationale. Tout à fait. Est-ce que ces deux facteurs suffisent à eux tout seuls à pouvoir expliquer la situation dans laquelle se trouve le Cameroun, Wilfried Ekanga? Avec tout le respect que j'ai pour vous, Monsieur Masanga Niamding, il est difficile de vous écouter sans éclater de rire. Vous avez dit... Je vais vous passer des mouchoirs pour vous essuyer les larmes. Vous avez dit il fait bon vivre au Cameroun. Il fait tellement bon vivre que, sans tenter l'expérience d'accord gratuit à chaque Camerounais, le pays se viderait de sa population le même jour. Parce que tellement on est omnibulé par l'extérieur, convaincu que le chez-soi est l'enfer, que tous les Camerounais s'en iraient. Le deuxième élément, c'est que c'est très intéressant de vous voir fustiger le fait que les représentants d'autres partis prétendument, selon vos propos, insultent, tout en mettant le mot menteur dans cette phrase et tout en disant vous-même un mensonge quand vous dites que moi, comme les autres représentants du MRC, j'insiste souvent sur l'âge du président. À titre personnel, je ne l'ai jamais fait. Il y a tellement de critères sur le contenu à critiquer dans le bilan, ou plutôt l'absence de bilan du président Paul Biya, que insister sur son âge, en fait, serait un aveu de faiblesse. Je ne le fais pas. C'est la longévité. C'est la longévité. Je vous concède cela. C'est la longévité cumulée à la médiocrité des réalisations qui, pour vous, sont tellement bien qu'il fait bon vivre, qui est critiquée, en tout cas en ce qui me concerne. Sur les prétendues réalisations, quand vous parliez du chemin de fer, enfin du tramway, je n'ai jamais dit qu'il avait prévu de réaliser le tramway à Maroua. Ce que j'étais en train de dire, j'ai peut-être eu tort de... Les spectateurs doivent rire. Je vous en prie, allez-y. J'ai peut-être eu tort de penser que Yaoundé et Douala sont au Cameroun. J'ai parlé des réalisations qu'il a promis aux Camerounais. Je ne savais pas que pour vous qui demandez, enfin, pour vous qui vous insurgez quand on fustige l'État central, vous étiez encore en train de présenter comme une entité qui a Maroua dans un autre pays au nord et après Yaoundé et Douala qui appartiennent à un autre pays au sud. Le tramway a été promis à Yaoundé et Douala et vous faites comme s'il a été réalisé. C'est-à-dire ça ne discrédite en rien la critique qui est énoncée. Une promesse a été faite il y a 7 ans et elle n'est pas là. Personne ne voit le tramway, personne ne sait même ce qu'est un tramway. Et vous dites qu'il a été fait par il devait être fait par les Allemands. C'est bien de se réjouir qu'en 2018, 36 ans après le président Amadou Ahidjo, le Cameroun en vient toujours pour construire des installations minimales comme celle-là, avec tout le génie dont il regorge, en vient encore à appeler des étrangers pour son infrastructure de déplacement. La Chine, qui a eu la même aide allemande pour construire ses infrastructures, notamment le CHR3, le TGV chinois, s'est approprié la technologie en déposant une centaine de brevets pour s'accaparer de ce que les Allemands faisaient. Et récemment, Emmanuel Macron et Angela Merkel, c'est-à-dire Alstom, le constructeur français, et Siemens, le constructeur allemand, se sont réunis pour endiguer l'invasion chinoise parce que la Chine, qui pourtant a appris de ces deux pays, est en train encore de venir les concurrencer sur le marché technologique parce qu'elle ne s'est pas contentée de recevoir, elle s'est appropriée cette connaissance-là et vient défier ce qu'ils la lui ont donné. Donc, quand vous présentez le Cameroun où il fait bon, contrairement à la Chine où il ferait mal vivre peut-être, qui est toujours incapable de gérer ces infrastructures, vu que même sur les autoroutes, ce sont encore les Chinois. Pour la maintenance, ce seront encore d'autres personnes. Il fait bon vivre pour vous, ce n'est pas le cas. Sur la forme de l'État et la prétendue indécision du professeur Maurice Kamto, le président Paul Biya séjourne beaucoup en Suisse. C'est très intéressant que je prenne cet exemple, parce que la Suisse est un pays, c'est certainement en Europe le pays qui a le plus de consultations populaires, c'est certainement le pays qui organise le plus de référendums.
Dans l'article 140 de la Constitution fédérale en Suisse, là-bas on parle de consultation facultative et consultation obligatoire. Quand le peuple désapprouve quelque chose, on fait une pétition qui peut regrouper 50 000 signatures et il y a 100 jours avant l'échéance d'un projet et on en discute. Et après, il y a le référendum obligatoire, comme par exemple sur la réforme constitutionnelle, qui a été élaborée ici au Cameroun sans consultation du peuple, parce que l'État central décide de quand est-ce qu'il pleut et quand est-ce qu'il neige, et le président qui, curieusement, fréquente les mêmes pays, est incapable de matérialiser ça sur le territoire. La Suisse n'en souffre pas, c'est le pays au monde, enfin Genève et Zurich ont été dans les classements les plus récents, toujours classés première et deuxième, ou au pire Donc troisième vous, de la meilleure qualité de vie. Il y a une corrélation entre le système de gouvernance et les performances économiques. Mais Sanga Nyamding, le fait que la forme de l'État soit centralisée selon les observations que viennent de faire Wilfried Ekanga, cela impacte sur les performances économiques du Cameroun. Non, Wilfried Ekanga est perdu, parce que je veux un peu ramener l'ordre sur le plan de l'échange. Nous sommes au nord. Je crois que les téléspectateurs nous suivent et nous sommes en train de voir si les promesses du président, quelque peu, n'ont pas été tenues. J'ai démontré que ça a été tenu. Et même si totalement il y a eu quelques points d'ombre, ça reconnaissons-le, je l'ai expliqué, du fait de Boko Haram. Alors c'est lui, vous allez réécouter l'émission, qui a dit « On a promis au nord le métro ». J'ai dit non, faux. D'ailleurs, je vais vous donner une information. Alstom, d'ailleurs j'y ai quelques amis là-bas, ils m'ont fait état de ce que les zones de l'extrême nord, qui étaient un peu, peut-être hors de la Damawa, même ailleurs, et ces zones saliennes, on pouvait y mettre difficilement certains métros. Bon, là, c'est un problème technique. Je ne vais pas perdre mon temps de parole que vous m'avez accordé pour vous donner les plus petits détails. Effectivement, sur un point, et la réponse est que s'il veut qu'on revienne vers le sud, j'espère qu'on a terminé avec le nord, vous voyez donc que le président n'a pas menti au nord. Il est venu, il a une relation historique avec le nord, et on voit bien que, sur ce point, les populations de Marois ont bien pris acte que, même s'il y a quelques problèmes d'hommes, quelques points d'hommes que nous connaissons, cela nous a échappé du fait de cette action de terrorisme qu'aucun État au monde, je vous dis mais vraiment Wilfried, qu'aucun État au monde ne maîtrise. Maintenant, ramenez au Cameroun, où vous allez faire une pirouette, c'est là où je voudrais un peu ramener de l'ordre, et parlons donc du bilan du président au Cameroun. Sur le plan politique, personne ne peut ignorer, puisque nous sommes dans le volet sécuritaire, que quelque part, le président Biya, dès qu'il est arrivé au pouvoir, alors mais vraiment la main sur le cœur, le 6 novembre 1982, était d'abord préoccupé par les problèmes de sa propre sécurité. Il en a tellement souffert, Wilfried, que tout le monde sait, au-delà du coup d'État d'avril 84, que le président en a tellement souffert que le Cameroun a pris un coup. Dans ce même élan, le président, en 1988, alors qu'il a annoncé le processus de démocratisation, a été effectivement dans le même élan, facteur des problèmes de l'Est, la démocratisation en Afrique, victime de ce qu'on a appelé les villes mortes. Et je vous assure, homme de dialogue, quelqu'un qui a toujours dialogué. Je vous rappelle qu'il a amnistié, il a fait de Ernest Wandje un héros national le 15 janvier 1971. Dans le même élan, le président est revenu. Il a mis en place la tripartite pour qu'on discute. Et aujourd'hui, la situation sécuritaire pour vous, oui. Du Cameroun, elle est... comment vous l'analysez actuellement? Alors, je l'analyse du point de vue de la géopolitique, je dirais même d'abord de la géostratégique. Elle doit passer par un dialogue. Regardez quand on a eu le problème de Boko Haram. D'abord même avant Boko Haram, après les villes mortes, le président a appelé tout le monde à ses côtés. Il a mis en place, parce qu'il savait que, même si vous jouissiez de la légitimité, parce qu'ailleurs il y a eu ce qu'on appelle les tentatives de coup d'État, de déstabilisation qui ont entraîné ce qu'on appelle les conférences nationales, mais ces régimes pour la plupart étaient militaires. Paul Biya s'est dit, bon voilà, je suis le chef, avec le dialogue, on peut garantir la sécurité. Il a mis en place la tripartite. Ce n'était pas une prescription constitutionnelle. Dans cette progressivité, et je vais terminer là, on a vu le même Paul Biya dialoguer avec ses adversaires, dire qu'il a appelé, avant que rien ne lui soit imposé, regardez son score aux élections présidentielles de 2004, de 1997, de 2004 et de 2011. Il n'était pas obligé d'avoir autour de lui un certain nombre d'alliés venant de l'opposition. Plus loin encore, quand il y a eu les tentatives et les pénétrations terroristes, souvenez-vous des affaires Vandenberg et autres, il a négocié. Et récemment, pour revenir sur un bilan national, où des terroristes profitent parce qu'en face, le seul discours, je vous assure Cédric, vraiment Cédric,
votre émission, et vous êtes un journaliste très professionnel que je connais, le seul discours des adversaires, le président Paul Biya aujourd'hui, incite à la violence au nord-ouest, au sud-ouest, parce qu'ils sont des démagogues. Ils disent pas la vérité. Prenez le cas du MRC, je termine là, pour lui donner la possibilité de répondre. Quand vous soumettez à référendum la d'État, c'est quoi? Mais vous n'êtes pas prêt. C'est un poltron, comme toi, parce qu'il n'arrive pas à dire, voilà mon choix, et je l'assume. Le président Paul Biya dit, forme de l'État, un État, un et indivisible. Je crois qu'à partir de cet élan et de cette prise de position, on est rassuré. Malheureusement, on a une bande qui passe entre eux le temps à s'insulter et puis qui finalement donne l'impression que 36 ans après, rien n'a été fait. Paul Biya qui a choisi le système de gouvernement unitaire et décentralisé. Et à ce sujet, Wilfried Ekanga, on estime, il ne peut pas vous dire, Cédric. Ils sont perdus, ils n'ont pas de position. Le MRC ne fait pas de choix et profite de la situation pour faire la démagogie sur le référendum au cas où le candidat du MRC est élu à la tête du Cameroun. Monsieur Massanga Niamding, la maîtrise de soi est un corps étranger chez vous. Vous fustigez le fait que les gens insultent, que les gens vocifèrent, mais pourtant vous êtes sur le plateau des gens, celui qui le matérialise le plus. J'ai même presque eu envie de vous dire attention, le vacarme des corbeaux n'empêche pas le soleil d'aller se coucher. On va regarder encore l'émission tout à l'heure. Vous êtes un beau poète. On va regarder l'émission encore tout à l'heure, comme vous l'avez dit. Oui. Ça va être très intéressant parce que j'ai précisé, le président a promis aux Camerounais le métro. Et il ne l'a pas réalisé. Alors, avançons dans cette émission. Il est perdu. Sur la question je vous ai dit que c'est un bébé politique. Il n'a pas d'expérience. La force de l'expérience, c'est aussi des gens comme nous autour du président qui nous inspirent. Sur cette question, il ne peut rien vous dire. Le MRC. Rien, le référendum. Quand on est à la fois l'arbitre, quand on est l'arbitre d'un match qu'on joue, on ne peut que se convaincre. Je vous en prie, Massanga Niamding, je vous en prie. Permettez, respectez son temps de parole. Permettez qu'il puisse exprimer. Wilfried, allez-y. Oui. L'absence de contenu est justement suppléée par la distraction, comme vous êtes en train de le faire. Oui. Quand on est à la fois l'arbitre d'un match qu'on joue, on finit par se laisser convaincre par ses propres mensonges. Nous laisserons les téléspectateurs nous dire qui est le plus convaincant ou pas. Ce n'est pas à nous, puisque chacun est forcément de son propre côté de déterminer. L'Union européenne est la première économie de la planète. Et l'Union européenne, la plupart des pays ont en commun la monnaie qu'on appelle l'euro. Elle a été soumise à un questionnement dans plusieurs pays, notamment en France. Ce qui n'empêche pas... Compte appeler le peuple. Vous n'avez pas encore gagné les élections. Permettez qu'il aille jusqu'au bout de sa pensée et vous réagirez juste après. C'est mon défaut de pédagogie. Je vous en prie, Wilfried. Non, l'agitation est l'arme des faibles. Le président... le pouvoir d'organiser un référendum alors qu'il est candidat. Il attend d'accéder au pouvoir, c'est dans l'ordre des choses. Vous seriez attendu à ce qu'il organise un référendum en tant que candidat. Vous n'y serez pas allé, mais en tant que président de la République, c'est la plus haute autorité de l'État. Et justement, lorsqu'elle donne une réponse, le peuple est amené à l'appliquer. La consultation populaire n'est pas un signe de faiblesse, au contraire. La consultation populaire est le rappel au peuple que l'État, c'est vous et nous. Quand je parle de la Suisse où il a séjourné, parce qu'il séjourne en Suisse bien plus qu'au Cameroun, il y a une étude de la Organized Crime and Corruption Reporting Project qui a organisé en mars 2018, ça a d'ailleurs été relayé par BBC News et qui disait que le président, sur ses 36 ans, a passé 4 ans et demi à l'étranger et sur l'intervalle 2006-2009, il a passé 4 mois sur 12 à l'étranger. C'est ça votre programme. Quand on passe autant de temps à l'étranger, on devrait comprendre comment l'étranger fonctionne et ce qui leur donne le pouvoir qui est le leur. Jean-Jacques Rousseau, il est suisse dans le pays dont Paul Biya, dans le pays que Paul Biya visite le plus souvent. Jean-Jacques Rousseau a écrit en 1762 un livre du contrat social où il dit que les décisions pour faire prospérer une société proviennent toujours de ce qu'on appelle la volonté générale. La Suisse a appliqué cette réforme et on voit la Suisse est l'un des PIB les plus élevés du continent. Qui plus est par rapport à sa proportion, c'est le pays avec la meilleure qualité de vie sur le continent. Il a appliqué un modèle précis, et moi, dans la logique, comme dans la logique du MRC, c'est de copier les bons exemples. Vous avez copié votre exemple, vous l'avez matérialisé, et l'histoire nous a montré qu'il a échoué. Ce qui nous amène toujours à parler de la fameuse crise anglophone. Parce que lorsque le peuple a eu des revendications, lorsque des entités dont le peuple ont réclamé de manière pacifique qu'on les considère dans X ou Y domaine, dans la logique jupitérienne, dans la logique d'État hyper centraliste qu'est l'État camerounais, on n'a pas voulu écouter et
ce sur quoi ça débouche aujourd'hui, ça porte même atteinte à la fameuse sécurité à laquelle Biya a veillé dans l'extrême nord, parce que dans le même temps, il a rendu insécure une zone qui était sécurisée avant, en étant incapable de répondre simplement de manière pacifique à des revendications pacifiques. On n'en serait pas là aujourd'hui. L'incapacité y a tiré des leçons de cet état de fait-là et y a pensé que ceux qui veulent utiliser d'autres ingrédients pour avoir d'autres résultats sont faibles est la raison pour laquelle le Cameroun est dans un statu quo permanent. Mais pour vous, il fait bon vivre. Justement, ce système de gouvernance qui est mis en place par le gouvernement camerounais, vous avez suivi les critiques du MRC que c'est la raison pour laquelle cette crise anglophone s'est enlisée depuis déjà 2 ans, parce que le gouvernement refuse d'écouter et a plutôt choisi une méthode assez forte. Selon ces propos, quelle est votre analyse? Quel bilan peut-on faire, par exemple, de la gestion de cette crise anglophone aujourd'hui? Cédric, entre nous, vous voyez pas qu'à écouter M. Kanga, personne ne voterait plus pour Kamto? Mais, ouais, nous sommes quand même dans un plateau en écoutant mon Dieu. Moi, je suis un peu gêné aussi parce que, bon, quand vous opposez des duels, mettez quand même des gens à niveau politique égal. Mais il est perdu, le pauvre. Il parle de la Suisse, il parle de Rousseau, il parle... Moi, si j'ai à vous parler des choses, je peux autant vous parler de ce qui se passe à l'extérieur, mais nous sommes au Cameroun. Et vous n'avez même pas répondu. Et je vois... Je ne suis pas comptable de votre incompréhension. Bien, les téléspectateurs prendront acte. Évidemment. Mais je vous avoue que vous comme je connais monsieur Cédric vraiment très bien élevé, bon, il refuse de vous faire remarquer que vous êtes hors sujet. Alors il me pose une question sur la forme de l'État. Vous êtes le seul à le penser. Je reviens sur ce qui est une grosse lacune pour vous au MRC. Le Cameroun va pratiquement à cette élection à un référendum sur certains points. Retenez-le, prenez note un peu, M. Kanga, ça vous fera du bien. Pour nous, l'action de campagne du président de la République, Paul Biya, mon candidat, repose sur 3 déterminants. Le premier déterminant, c'est la forme de l'État. Nous sommes pour un Cameroun, un et indivisible. Ce sera un référendum. Parce que nous estimons que c'est là un instrument fort qui nous permettra de nous projeter vers un développement qui va nous conduire à l'émergence. Pourquoi? Regardez partout dans le monde, lorsque vous prenez l'OA, l'Organisation des États des Amériques, la force de cette organisation régionale dans les Amériques, c'est les 4 sous-régions qu'elle encadre fermement à l'intérieur des États, où on a une zone des Caraïbes, on a une zone d'Amérique centrale, une zone d'Amérique du Sud et une zone d'Amérique du Nord avec le Canada, le Mexique, et ça aussi, il faut le dire, les États-Unis. Ramener à l'Afrique. Quand vous regardez le Nigeria, fédéralisme, là je ne parle pas seulement de lui, moi je suis là pour ramener les Camerounais à choisir, pour ceux qui vont voter pour le Biya, sachez qu'il n'y aura pas fédéralisme, parce que le grand voisin Nigeria, qui est un État fédéral, regorge de 4 mouvements sécessionnistes, les Ogoni, les Bafé, les Yoruba et puis les autres. Donc on ne peut pas dire que le fédéralisme c'est une bonne chose. Or le président Paul Biya c'est un panafricaniste qui est convaincu que la projection vers le développement, et là Wilfried a bien fait d'évoquer la Chine. Vous verrez que les grands ensembles internationaux, les États-Unis, la Russie, aujourd'hui, et bien d'autres États comme ce qu'on peut appeler la zone ALINA à l'échelle sous-régionale, la tendance est au regroupement. Et il a bien fait d'évoquer l'Europe, tout simplement parce que l'intégration, il faut le dire, c'est un rassemblement de un ou plusieurs États qui renoncent à une partie de leur souveraineté au profit d'un pouvoir central, et ça je vais le dire, décisionnel. Est-ce que le choix de la forme de l'État faite par le gouvernement a permis de pouvoir juguler cette crise anglophone? Je vous assure, Cédric, c'est un choix. C'est un choix technique, c'est un choix stratégique, tout simplement parce que la tendance est au regroupement. D'ailleurs, vous allez voir que dans la grande projection, quand vous prenez notre zone CEMAC, qui nous pose problème en matière d'élan, en matière de dynamisme et en matière de croissance, c'est parce qu'il y a 2 Afriques centrales. Il y a une Afrique centrale institutionnelle, avec la CAC, et puis avec la CEMAC, et il y a une Afrique centrale géographique, qui est partagée entre les anciens pays colonisés par la Belgique et les anciens pays colonisés par la France. Or, en réalité, s'il y a un bloc compact, qui est le Cameroun, qui est
stratégiquement entre l'Afrique de l'Ouest, parce que nous sommes frontaliers avec le Nigeria, et tous les autres pays d'Afrique centrale, il est clair qu'un bloc fort avec un Cameroun uni, non seulement ce bloc aura des retombées à l'échelle interne. Vous savez, excusez-moi modestement, je suis chef du département de l'intégration et de la coopération en lyrique. Nous nous battons en fait pour les grands ensembles. Ça veut dire que le Cameroun étant la locomotive, il est clair que si cette dynamique compacte s'opère, on peut juguler. Mais avant d'arriver à, oui. à ce grand ensemble sous-régional, oui. il y a la question d'appartenance à ce Cameroun qui se pose dans les régions anglophones, avec une crise qui sévit depuis déjà plus de 2 ans, avec acuité. Alors, qu'est-ce que concrètement le gouvernement a fait pour résoudre ce problème? Alors, sur ce plan, vous êtes brillant, Cédric. Je vous salue parce que quand on a affaire à des journalistes calés comme vous, on répond. La zone anglophone est l'un des blocs historiques qui a commencé par initier la question de la plénitude territorialité du pays. Vous allez prenez l'historique, KNDP, Cameroun National Congress, et vous allez voir One Cameroun avec Ndetomaza. C'était des pays ancrés dans la territorialité. Contrairement à ce qu'on dit, les anglophones. Alors maintenant, si nous... alors, pour répondre à votre question rapidement aussi, parce que je ne voudrais pas faire un hors-sujet, ici, pour vous rappeler que le président, qu'est-ce qu'il a fait? Mais il n'a fait que dialoguer, il poursuit le dialogue. Mais aujourd'hui, c'est que certains ne comprennent pas. Ce n'est plus une crise dite anglophone. D'abord, ce sont des anglophones qui tuent les anglophones aujourd'hui. Il y a plus d'anglophones qui meurent que de francophones. Et aujourd'hui, le président a très vite compris que cette criminalité transnationale qui dépasse la dimension politique où certains ont voulu utiliser ça comme argument, et c'est que Cédric, pour preuve, ne refuse de comprendre, c'est que son propre leader, qui m'a amusé, alors j'avais mal aux côtes lorsque j'ai entendu le ministre Kamto dire, moi quand je serai président, j'irai sortir des forêts, je vais leur demander, pourquoi Kamto, le ministre Kamto, n'est pas allé battre campagne là-bas? On voit bien qu'à côté, ils nous disent qu'ils vont tout régler. Bon, s'ils sont si gentils, allez battre campagne au nord-ouest, au sud-est, allez leur dire que vous allez tout faire, et Paul Biya ne va pas le faire, mais ils vont dans des zones stabilisées par Paul Biya, le sud, le centre, l'ouest, l'est, etc. Et à la fin, ils viennent nous dire, oui, quand nous serons présidents, nous allons aller. Il faut y aller maintenant. C'est pourquoi je vous dis que l'absence de programme sur la forme de l'État est une faillite que le peuple camerounais ne pardonnera pas. Mais sur la gestion de la crise anglophone faite par le gouvernement, comment appréciez-vous la gestion de cette situation politique et sécuritaire au nord-ouest et le sud-ouest depuis 2 ans aujourd'hui? Je constate que dans les régions où tout va bien, entre guillemets, c'est grâce au président Paul Biya. Oui. Et comme par hasard, dans les régions où ça ne va pas bien, il n'est pas comptable de la situation. Non, il est comptable. Il est comptable. Je suis d'accord avec vous sur ce plan. Nous sommes comptables. À un moment donné... Il est garant de l'intégrité territoriale que lui reconnaît l'article 5 de la Constitution. Wilfried, vous avez la parole. À vos collaborateurs représentants du RDPC, oui. C'est cette incapacité, cette absence de patience à écouter et à comprendre son vis-à-vis qui conduit au malentendu que nous avons, qui débouche justement sur la crise politique que vous avez aujourd'hui et dont vous dites que le président Paul Biya n'est pas forcément comptable de cela, que là la responsabilité est partagée, pendant que là où tout va bien, c'est exclusif. À un moment donné, ayons du respect pour nos compatriotes, tout comme quand vous dites, voilà, lorsque vous n'avez pas compris, quand je parlais de la Suisse et de la Chine, selon vous j'étais perdu, peut-être au fur et à mesure de votre argumentaire, vous y avez vu plus clair, et vous avez dit comme ça, comme par magie, c'était devenu très bien, les exemples que j'avais pris, la Suisse, la Chine, etc. C'est un débat d'idées, comme vous l'avez dit, et c'est paradoxal que le parti ayant le programme le plus absent soit celui qui s'appesantisse le plus sur le fait que les autres n'ont pas de programme. Encore, on se moque, je ne sais pas si à ce niveau, on se moque des Camerounais, on se moque de nous-mêmes. Je reviens sur la Suisse parce qu'on parle de la forme de l'État. J'étais en train de dire que le modèle politique du pays dans lequel le président de la République passe le plus clair de son temps est un modèle ultra-référendaire. La population est consultée tout le temps. Je n'ai pas l'impression, et vous ne pouvez pas le dire, que la Suisse est un pays faible. Le géant de l'agroalimentaire Nestlé, le tout premier, c'est Jeune Afrique qui le dit, c'est un journal africain, c'est intéressant de prendre ces chiffres, a un chiffre d'affaires de 82 milliards d'euros. C'est 4 fois le PIB du Cameroun. Et là, on ne parle que d'un seul groupe
Nestlé, parce qu'il y a après Rolex, il y a après... On parlera d'industrie dans cette émission, mais d'abord la Bravo, gestion Cédric. de la crise anglophone, quelle est l'analyse que vous faites de la gestion Arrêtez les hors-sujets, gouvernementale? vous aussi, Kanga. Vous ne comprenez pas? Être hors sujet, c'est ne pas... Revenez Je sur vous la en prie, crise. mais Sanga Nyamding, permettez-lui de s'exprimer. Allez-y, Wilfried. Être hors sujet, primo, c'est d'interrompre son Il vis-à-vis. parle comme un lycée. Oh, ça me gêne un peu. Non, Cédric. je vous en prie, soyons courtois, messieurs. Je suis courtois. Soyons courtois. Je suis un homme sur ce politique. plateau. Nous sommes en campagne. Nous sommes Cédric, sur un Cédric, n'ayez plateau pas pitié de lui. sérieux, soyons N'ayez pas courtois. pitié de lui. Mais ça S'il n'a n'a pas rien de dit. niveau, Wilfried. ne m'accusez pas d'incourtoisie. Cédric. L'analyse que vous faites de Ne la m'envoyez pas les gestion bibous de sur les la crise plateaux. anglophone. C'est une chose d'être ridiculisé par son adversaire, c'est pire encore de se ridiculiser soi-même. Ah, mon intention n'est pas de vous ridiculiser. La question de la crise anglophone, actuellement par l'État camerounais, est une gestion auto-centralisée qui justement a conduit les anglophones à replier sur soi, à penser qu'ils sont les seuls à souffrir d'un problème dont souffrent en réalité tous les Camerounais. La marginalisation. Quelqu'un avait dit un jour que l'histoire de toute société n'est qu'une histoire de lutte de classe, c'est-à-dire il y a une minorité, ce qu'on appelle l'oligarchie, ceux qui sont au sommet, qui s'accaparent l'essentiel de la richesse au détriment de la minorité populaire. Ouais. Mais à un moment donné, il y a une partie de cette minorité populaire qui a le courage avant les autres d'aller au-devant de la scène et de revendiquer ce que de droit. Le truc, c'est que le problème, c'est qu'à ce moment-là, à long terme, cette minorité, en tout cas cette entité qui a eu le courage avant de prendre la décision, finit par penser qu'elle est la seule à subir les fameux manquements. Parce que le manque d'infrastructures sociales et infrastructures technologiques et blablabla, on en reviendra, vous l'avez dit justement, dans ces régions-là, n'est pas différent du même manque d'infrastructures dans les régions dites francophones. Parce qu'on parlait de l'extrême nord, on a l'impression qu'il y a une autoroute à l'extrême nord et que dans les fameux hôpitaux de référence qui ont été tant prisés, tant présentés et en grande pompe par ceux-là qui tiennent la politique là-bas, on a l'impression que quand le ministre de la Santé a eu son problème à la main, il est allé se faire soigner là-bas. On a l'impression que quand le président du Sénat a eu son malaise, il est allé se faire soigner là-bas. Cédric, vous êtes gentil. La gestion de la crise anglophone, justement, provient de cet appareil-là qui a marginalisé la population tout entière et qui n'a pas compté sur le fait qu'une frange de cette population-là, étant donné la petite différence sur le passé historique colonial qui est le leur, allait y avoir une autre que la partie francophone. On parlera certainement de la réforme dans l'armée, dans les institutions militaires tout à l'heure, parce qu'on dit instituer une armée républicaine avant qu'elle ne soit répressive. Parce que la réponse, le droit de la force avant la force du droit, entraîne les exacerbations de la situation, comme dans ce que nous avons en zone anglophone. Et ce n'est pas parce que, en s'autoproclamant unité de mesure de rationalité, quelqu'un n'approuverait pas ce point de vue, que ce point de vue n'est forcément Justement, sur le fait C'est que quelque chose avec... le gouvernement a choisi la méthode militaire pour répondre à ces préoccupations observées dans les régions anglophones. Est-ce que cela n'a pas empiré la situation aujourd'hui? Mais Cédric, je me suis efforcé à capter quelque chose dans son discours que on comprend difficilement. Il a parlé que vous n'y comprenez rien. Merci beaucoup. Mais vous le dites vous-même. Merci. Alors, vous voyez, Cédric, nous sommes à un débat politique. Je voudrais qu'à travers la posture de ce monsieur, vous voyez, pour qui on peut objectivement voter. Je reprends sur la crise anglophone pour répondre à votre question. Il dit, et j'ai capté cette sémantique, les anglophones sont marginaux. Après 1000 pirouettes, pratiquement de bricolage. Moi, je voudrais démontrer, puisqu'il m'en donne l'opportunité, que c'est faux. Les anglophones ne sont pas marginalisés. Pour 3 raisons. Première raison, lorsque vous prenez les chiffres du Fonds des Nations Unies sur la population, je vous les donne, on dit la zone colonisée par les Britanniques, c'est à peu près 13% de la population, allant même à 15%. Et le reste du territoire, c'est 85% de la population, nous francophones, dans la zone colonisée par les Français. Alors, du point de vue matériel, je vous démontre qu'ils ne sont pas marginalisés. D'abord, en matière d'éducation, 15% de la population, parce que le gouvernement l'a voulu, le président Paul Biya l'a voulu, et c'est bien ainsi,
impose à 85% de la population le choix du bilinguisme. Ça veut dire qu'ils ne sont pas marginalisés. Allons-y du point de vue matériel, monsieur. Prenez la leçon. Hein. Regardez l'université au Cameroun. Notre pays compte 8 universités. Il faut le noter, hein, jeune homme. Sur les 8 universités, les universités de Boya et de Bamenda sont des universités anglo-saxonnes. Les autres universités sont des universités bilingues. Ça veut dire quoi? 85% de la population bénéficie de 100% d'éducation bilingue. On ne veut pas marginaliser nos compatriotes en question. Je termine sur le troisième déterminant. Prenez les fonctions de pouvoir et de dans l'État, je laisse le secteur privé. Vous verrez, moi je me souviens, quand on voit un peu ce qui se passe en France, aux États-Unis, même si comparaison n'est pas raison, on va dans des chiffres qui peuvent toucher les téléspectateurs parfois que vous manipulez. Paul Biya en 36 ans n'a rien fait. Je vais vous dire quelque chose. Sur ce point, Cédric, une fois de plus, la main sur le cœur, vous allez vous rendre compte que lorsque un francophone, qu'il soit Bamileke, Ewondo, Etoun, Bassa, Fulbe, Makéa est nommé à un poste, par exemple de ministre, le numéro 2 du ministère est anglophone, lorsque ce n'est pas tout simplement le numéro 3. Partout au sein de l'État. Du point de vue de l'analyse, du point de vue de la sociologie politique, entrons dans ce champ. Je ne voudrais pas perturber les téléspectateurs, je voudrais parler comme eux, c'est-à-dire que prenons ces indicateurs. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que 15% de la population camerounaise, parce que nous pratiquons une politique d'équilibre et de vision linguistique, postes partagés entre anglophones et francophones, partagent 100% de postes avec 85% de la population. Où sont-ils marginalisés, monsieur? Qu'est-ce qui explique que malgré ces déterminants que vous venez d'évoquer, il y a cette situation de tension observée dans ces régions depuis 2 ans aujourd'hui? Bravo, 2 choses. La première, et ça il faut vous le dire honnêtement, vous avez un mouvement sécessionniste qui n'a jamais accepté l'unité du Cameroun. Lorsqu'il y a eu les accords, il faut d'abord aller plus loin en descendant ce qu'on appelait les accords, la conférence de Fumban, 61. Aussi bien Djonglu Funcha, personne de ces grands leaders historiques du Cameroun n'ont pris des armes à l'effet de demander au président Ahidjo de transformer le Cameroun. Je vais vous dire rapidement quelque chose, Cédric. Le processus de consolidation de l'État camerounais a connu 3 étapes. Il faut qu'ils prennent des notes. Première étape, 61, réunification, accord des 2 parties. Deuxième étape, sur le plan politique, création de l'INC en 66, où effectivement on a estimé qu'il fallait converger pour mettre en place un État laissé en lambeaux par les colons. Troisième étape, le référendum du 20 mai 1972. À partir de là, la consolidation de l'État était institutionnellement un acquis que l'on privilégiait. Alors qu'est-ce qui incite à cela? C'est qu'à côté, il y a des groupes factistes qui se sont transformés en bandits. Et c'est le programme du président. Nous estimons, contrairement à eux, que ce sont des terroristes qui ont occupé cet espace pour des raisons économiques et parce qu'ils veulent vendre le territoire du Cameroun à l'extérieur, qui s'autoproclament ambazoniens. Je vous rappelle quelque chose. Et c'est là où ils vont vite déchanter les opposants et les adversaires de mon candidat Paul Biya, qui est un visionnaire. Ils vous disent qu'ils ne veulent même pas être avec vous. Ils ne disent pas Cameroun, hein. Vous croyez que vous allez un jour discuter avec des gens qui disent Ambazonia, Ambazonia, Ambazonia. Justement, après votre Donc analyse... j'attire dans votre attention sur le fait que c'est un enjeu stratégique inhérent à un espace disputé, à des ressources disputées, notamment les ressources. Alors vous estimez qu'un groupe de bandits estime que ils peuvent tout faire sur le territoire du Cameroun. Et alors, nous trouvons ça. Et mon candidat. Et après vous, Messanga Niamdine, et nous allons combattre ce terrorisme jusqu'au bout.
Après vous, Msanga Nyamding, il y a un diagnostic que vous venez d'établir sur le fait qu'il n'y a pas de marginalisation des populations anglophones au regard de leur responsabilité à la fois dans l'appareil de l'État, mais aussi des mesures gouvernementales prises afin que ces populations se sentent intégrées dans la transformation du Cameroun. Bravo. Alors, est-ce que vous, Wilfried Ekanga, cette analyse que vient diagnostic que vient d'établir Msanga Nyamding, est-ce que vous partagez ce point de vue? Le président Paul Biya a beaucoup de chance qu'il soit là depuis 36 ans. Du coup, il y a un vivier électoral qui vote plus par convention que par conviction. Vous défendez mal le président Paul Biya. On aurait été à notre premier débat. Vous auriez été à votre premier mandat, en train de rechercher la première investiture, comme le fait le MRC, que vous n'aurez eu aucune chance d'avoir l'adhésion populaire. Je vous le dis de manière péremptoire, pas du tout. On fait comme si la situation avait été causée par ceux qui sont sur ce plateau. La situation actuelle est le résultat que la formule utilisée était une mauvaise. En théorie, je n'ai même pas besoin d'en discuter avec vous. Les faits le prouvent. Les ingrédients utilisés étaient les mauvais. Il faut apprendre à tirer des leçons des faits de ce qui se passe. On dit le fait est têtu en histoire. Ça peut-être, vous devriez le relever aussi. Parce que les deux Camerouns dans lesquels nous vivons, celui que vous présentez et celui dans lequel nous, on ne se retrouve pas, la problématique qu'on a aujourd'hui. Et la condescendance, le mépris avec lequel vous accueillez la vie du vis-à-vis, donne la conclusion que vous n'avez toujours pas compris que ce qui se passe actuellement a été justement nourri par les ingrédients que vous utilisez encore ici. Ça veut dire qu'on sera dans une sorte de infini, dans une sorte de statu quo où l'éternel recommencement, parce qu'on dit celui qui ne se souvient pas de son histoire est condamné à la revivre. Vous ne vous souvenez pas des erreurs que vous avez faites, du coup vous commettez les mêmes et les résultats sont les mêmes. La crise territoriale qu'on a aujourd'hui, je l'ai dit, les anglophones ne sont pas plus marginalisés que quelqu'un d'autre. Vous avez eu raison. Nous sommes d'accord. Vous avez eu, mais justement, et après vous allez me prêter des paroles que je n'ai pas dites. Au lieu d'assumer que vous n'avez pas compris parce que je n'ai pas changé de ligne, j'ai dit la même chose tout à l'heure. Il y a une entité dans la mosaïque du peuple marginalisé qui a eu le courage de se lever avant les autres. J'ai précisé que l'histoire de toute société, c'est Karl Marx dans le manifeste du Parti communiste 1848, relevez-les aussi, parce que l'éducation, l'instruction, c'est une autoroute à double sens. La science n'étant pas infuse, personne n'ayant la science infuse, personne n'ayant le monopole du savoir, on apprend toujours l'un de l'autre. En tant qu'enseignant, vous devriez déjà le dire à vos élèves. Donc, pas d'élèves, j'ai des étudiants. Dans le manifeste du Parti communiste, corrigez ça. Je n'avais pas d'élèves, vous avez des étudiants. Étudiants. Vous n'avez pas d'élèves, vous avez des étudiants, je vous le concède. Parce que de toute façon, l'argumentaire du RDPC est basé sur la trivialité. Il faut étouffer les sujets véritables et s'appuyer sur des superficialités pour passer le temps et occulter les profondeurs, puisqu'il n'y en a pas. Le manifeste du Parti communiste 1848 de Karl Marx et Friedrich Engels précise que l'histoire de toute société, jusqu'à nos jours, n'a été que l'histoire des luttes des classes, ce qu'il appelle le Klassenkampf. Et justement, dans ce fameux Klassenkampf, on le vit au Cameroun, il y a eu la fameuse oligarchie. L'oligarchie, c'est une minorité qui s'enrichit à outrance et plonge la majorité populaire dans des manquements économiques considérables. Notre leader, comme vous l'appelez, appuie depuis des lustres sur l'article 66, la déclaration des biens, ce qui a été toujours refusé par le président Paul Biya. Ça nous dirait peut-être d'où est-ce qu'il trouve les fonds pour faire 4 mois sur 12 à l'étranger. Ça nous dirait peut-être où est-ce qu'il trouve les fonds pour fournir ce qu'il fournit à tout le monde, les t-shirts et les billets de banque à l'approche des échéances électorales. Ça nous dirait peut-être d'où il a les fonds pour acheter la nouvelle Range Rover. Parce qu'il y a un manque de transparence. Ça nous dirait aussi pourquoi le Brainstorm Consortium a été une affaire qui a failli mettre votre chef en mal. Certainement. Dans une logique d'équité, dans une logique de visibilité des choses, on équilibre les enquêtes et à la fin, les enquêtes nous disent la vérité sur les différentes entités. C'est ça la rationalité politique. Manifestement, ça vous échappe. On parle de l'amnistie, hein. Il n'a pas été discuté. Je vous en prie, messieurs, revenons sur le débat de fond. Parce que si vous entrez là, vous serez très mal. Justement, cette crise anglophone, comment on en sort? Aujourd'hui, on est à la veille du 1er octobre. Vous savez que les autorités administratives ont déclaré 48 heures de couvre-feu à la veille de la célébration de la réunification, qui est une date aussi importante dans ces régions anglophones. Comment appréciez-vous déjà la mesure qui a été prise, Wilfried ?
elle nous amène déjà à conclure que non, il ne fait pas bon vivre au Cameroun. Non. Il y a ceux qui vivent le Cameroun réel, il y a ceux qui vivent le mirage. Il ferait bon vivre au Cameroun en raison des énormes richesses et du paradis que représente le Cameroun. Mais la nouvelle façon de gérer la politique sociale nationale a conduit à ce que le paradis devienne un enfer où on a deux pays dans un pays ou alors un pays qui veut devenir un État dans l'État et c'est problématique. Comment on en sort ? La formule utilisée jusqu'ici a été de refuser d'écouter celui qui revendique quelque chose et de comprendre ses raisons et d'essayer d'élaborer au moins une ébauche de solution. Nous, dans le MRC, on dit, nous avons notre avis, mais ceux qui sont les revendicateurs ont leur avis aussi. La raison pour laquelle la situation est tendue entre nous et eux, c'est que leur avis n'a été écouté. Donc si nous n'écoutons pas leur avis, nous aurons exactement le même problème. Et le MRC dit, on va écouter leur avis, dialoguer avec eux, et en fonction du consensus qui en sortira, on va prendre une décision. C'est intéressant de rappeler que le Cameroun actuel vient d'un référendum, dont le Cameroun de 1972 était un État faible. C'est très curieux, parce que 2 ans plus tard, en 1974, le Cameroun avait quand même son premier équipage entièrement camerounais, dans ce qui était en train de devenir le fleuron de l'aéronautique nationale, la Cameroon Airlines, qui est tombée en décrépitude sous Paul Biya. Ce n'était pas un Cameroun faible qui organisait ce référendum. Et comme par hasard, parce que vous voulez, parce que vous affirmez, parce que vous êtes l'arbitre de ceux qui décident pour les téléspectateurs, pour les patriotes, de ce qui est juste ou non, vous décidez que le référendum de 2018 sous le MRC est subitement devenu une mauvaise idée alors que c'était bien en 1972. C'est ce qui avait conduit à un consensus de vivre ensemble entre 2 États. C'est ce qui pourrait donner une chance encore, évidemment avec les manquements que ça peut avoir, rien n'étant parfait. Mais vous persistez dans le fait d'utiliser les mêmes formules comme si nous étions les seuls à voir la réalité actuelle. Alors justement, dans ce système de gouvernance, j'aimerais, messieurs, qu'on puisse évoquer à présent la gestion des finances publiques. C'est une question qui préoccupe également les Camerounais, mais aussi ses partenaires internationaux. Vous savez que le Cameroun est sous un programme de redressement économique avec le Fonds monétaire international. La nouvelle n'a pas du tout été bien accueillie dans les milieux des affaires, mais aussi au sein de l'opinion nationale, qui se demande ce que les pouvoirs publics ont fait de la période où il y a eu justement une importante envolée des prix des matières premières qui aurait permis au Cameroun de sortir de ce cycle des crises économiques. Comment on s'est retrouvé là? Est-ce que c'est un aspect à mettre au passif du président Paul Biya? Merci Cédric de me repasser la parole. Mais avec votre permission, je voudrais quand même revenir sur ce qui est grave et un dérapage qui tend à montrer que sur la forme de l'État, on conclut et non pas de vision. Pourquoi? Je voudrais lui donner 1 minute de mon temps de parole pour qu'il soit un peu plus clair, parce qu'il y a une cacophonie qu'ils ne comprennent même pas eux-mêmes. Forme de l'État. Il a parlé des référendums. Il y a ceux qui disent référendum pour le fédéralisme et référendum pour un État unitaire. Nous sommes d'accord. Les autres opposants sont moins clairs. D'autres disent État fédéral à 10, d'autres disent à 50. Bien, ils sont un peu plus clairs. Mais ce que vous ne comprenez pas, c'est que les autres disent indépendance. Alors dites ici, parce que pour nous, au RDPC, on ne discute plus avec les terroristes, on va reconsolider l'État et on va ramener l'ordre là-bas. Parce que c'est le territoire du Cameroun. Je vous donne mon temps de parole. Non, justement, ça c'est votre... c'est la proposition que fait le candidat du RDPC. Non, mais elle est floue parce que... Le MRC a dit qu'il procède par référendum après un dialogue. Après un dialogue avec les populations. Non, avançons. Cédric, permettez-moi. Ils ont donné. Excusez-moi, je suis méthodologue et moi je suis en campagne pour que les Camerounais votent pour mon candidat. D'autres vous disent qu'ils ne veulent plus être au Cameroun. Alors que M. Kamto nous dise, fera-t-il un référendum pour dire vous êtes indépendant ou vous restez dans le territoire? Ou fera-t-il un référendum pour dire État fédéral ou État unitaire? Vous comprenez qu'ils sont flous. Je vous réponds volontiers. Oui, répondez. Sur les 60 secondes que vous m'accordez. Oui. Vous en voulez plus pour être clair, soyez clair. Référendum sur quoi? Pour l'indépendance? Pour l'État unitaire ou pour l'État fédéral? Voulez-vous écouter ma réponse ou Je vous en prie, vous écouter vous-même? C'est très compliqué. Je pourrais presque dire que je suis content de n'avoir pas été votre élève ou étudiant si vous préférez. Tant mieux pour vous. Les autres sont heureux à la Sorbonne, aux Antilles, ici et ailleurs.
On n'est pas plus intelligent parce qu'on est à la Sorbonne. Je que vous parce en qu'on est les prie, soirs. je ne suis pas en rivalité avec vous. Sur les- C'est votre candidat qui Messieurs- veut la place de mon candidat. Messieurs, je vous en prie, on reste sur le Oui, débat. non, poliment, chaque fois sa place. Sur la question de l'indépendance, le MRC précise que la sécession n'est pas une option. Comme le RDPC n'écoute que le RDPC, vous n'avez même pas pris le temps de lire le programme. Le référendum est sur la forme de l'État. Très Et bien, non- il a et- répondu. Et non sur la séparation. Bon, ça me rassure. En deux Au moins, étapes. sur ce point, je vous remercie Cédric. Vous voyez que c'était important pour eux, pour les téléspectateurs de comprendre. Maintenant, sur la question- Ils sont contre l'Ambazonie. Je vous en prie. Sur revenir la sur, gestion des sur, finances publiques, oui. le Cameroun a un programme d'ajustement D'ajustement. avec le FMI, une nouvelle qui n'a pas du tout été bien accueillie dans les milieux des affaires et parmi les Camerounais qui estiment que le Cameroun a disposé durant de nombreuses années de l'embellie des matières premières et était sorti pourtant de cette période d'ajustement avec le FMI au milieu des années 2000. Et comment Oui. comprendre qu'on se retrouve encore Je vais sous vous dire, programme comment d'ajustement? Est-ce que comprendre ce n'est D'abord, je vais l'élément- reprendre quelque chose que mes ridoyeurs ont voulu véhiculer et que je peux répéter ici. Des politiques économiques, ça aussi c'est un champ des politistes. Il y a une lecture institutionnelle et il y a une lecture fonctionnelle. Lorsque vous allez au FMI, du point de vue des principes institutionnels, c'est qu'il y a faillite d'État. Il y a manquement dans le management des politiques économiques, sociales, culturelles, etc. Ça, c'est la perception institutionnelle du FMI. Faillite d'État, alors il faut vous accompagner. Et on voit bien que l'accompagnement sectoriel au Cameroun a commencé à durer 20 ans, de 1986. Et je voudrais vous rappeler que le président Paul Biya arrive, il n'a que 4 ans au pouvoir. Je voudrais dans le même élan vous dire que lorsque en 92, certains parlaient déjà de Biya Mosgo, le président Paul Biya n'avait que 59 ans et avait à peine 10 ans au pouvoir. Ce sont les mêmes, puisque son leader était un acteur majeur. Parce que lorsque j'entends parfois certaines personnes aujourd'hui au MRC critiquer Maître Momo et nos alliés, ceux-là ont tendance à oublier que le ministre Kamto était dans l'opposition en 92 et est entré quand même au gouvernement en 2004. C'est une pirouette aussi qu'il faut dire. Et sur le plan non économique, on a subi un coup. La détérioration des termes de l'échange. Vous savez, quand et même la fluctuation du dollar, hein, les termes de l'échange, c'est le prix des matières premières. Prenez un exemple, en 70, le cacao, on l'achetait à 500 francs. Aujourd'hui, en équivalent avec la dévaluation et tout ce que nous connaissons, nous avons l'impression que le système international nous laisse encore patauger. Il y a eu des facteurs. J'ai évoqué le coup d'État. J'ai évoqué des raisons endogènes qui nous ont énormément affaiblis. Malgré tout cela, il faut reconnaître que l'effort de notre État en matière d'investissement a été réel. Prenez le nombre de lycées constitués. Parce que quand certains disent on n'a rien fait, prenez le nombre de personnes recrutées. Je voudrais rappeler que son leader a été recruté par Paul Biya. Prenez un stylo et une feuille. Faites la soustraction. 32 ôté de 64, non pardon, 36 ôté de 64, l'âge du ministre Kamto, 36 la durée au pouvoir du président Paul Biya. Vous verrez que lorsqu'il arrive ici, à 32 ans, c'est le président Paul Biya qui le recrute. Ça veut dire qu'on a quand même une jeunesse vieillissante qui veut aujourd'hui couper la tête au chef. Ça veut aussi dire que malgré tout, malgré cette crise, on recrutait. Je prends l'exemple de M. Kamto qui a été recruté par le président Paul Biya. Et vous verrez que pendant 20 ans, le président Paul Biya a tout mis en œuvre pour faire vivre, pour faire manger ses compatriotes en gardant un cap sur une réserve rigoureuse qui nous a conduit à construire des écoles, à construire des routes, à construire des routes, à maintenir les salaires, à maintenir l'équipe des concours, mais surtout sur le plan économique. Et c'est très important à dire, à créer un secteur privé dynamique qui s'exporte vers la sous-région, avec des banques comme la CBC qu'on retrouve au Tchad, en République centrafricaine et ailleurs, avec des banques comme Afriland Sécurité qu'on retrouve, Afriland, Afriland First Bank. First Bank, autant pour moi, merci Cédric, qu'on retrouve en Guinée, et avec un corps social qui est entré dans les petites affaires,
Avant le président Paul Biya, avant qu'il n'arrive au pouvoir, je vous assure, très peu de Camerounais savaient qu'ils pouvaient faire des marchés publics. Donc il y a donc toute cette dynamique qui fait que on a pris quand même un coup au-delà des facteurs internationaux, fluctuation du dollar, et puis détérioration des termes de l'échange. Mais il y a aussi une dimension endogène que moi je ne peux pas occulter, parce que dans mon parti, nous, les progressistes, les biaïstes, nous avons également dénoncé un certain nombre de choses qui ont gangréné ce système que je soutiens, notamment la corruption, les détournements de fonds, l'onglerie ministérielle comme on a vu avec son leader lorsqu'il était ministre délégué, ou encore comme on a vu avec une personnalité comme Edouard Tutus qui dit que le Cameroun va mal. Donc les trahisons, quand on voit un monsieur qui a travaillé à la présidence comme Penda Ikoka et qui vient dire que vraiment il pouvait faire ci ou ça. Donc vous voyez que tout ça, ce sont des facteurs qui ont freiné, et ça il faut le dire, ça je constate ça à Biffé Kanga, ces détournements et cette dynamique de corruption qu'on ne peut pas contrôler. Ah, justement, le Cameroun, on pesait quelque peu sur le Cameroun. Le Cameroun, désormais, sous programme de redressement économique avec le Fonds monétaire international. Wilfried Ekanga, les arguments que viennent de présenter Messanga Nyamding pour expliquer la situation dans laquelle se trouve le Cameroun sur le plan économique, avec le FMI désormais comme gendarme de l'élaboration du budget et de la gestion des finances publiques au Cameroun. Quelle est votre analyse à ce sujet? Est-ce qu'elles sont fondées? Est-ce qu'elles sont convaincantes? En fait, il est dans la droite lignée de ce qu'on attend de lui. On est du RDPC, on défend. Quoi qu'il arrive, comme moi je suis MRC, je défends, c'est de bonne guerre, sauf qu'il y a un bilan, il y a des faits, il y a ce qu'on veut faire des faits et qui n'a rien à voir avec la réalité forcément. Le bilan du Cameroun, malheureusement, est un échec et je le dis avec tout l'amour que j'ai pour mon pays. La crise économique, la dévaluation du dollar et tous ces mécanismes ont aussi touché la Libye, autrefois la Libye de Kadhafi, minuscule pays en zone désertique, mais qui affichait un taux d'endettement de seulement 3%. Il est même descendu à 2% en 2008 au plus fort de la crise. Dans le même temps, après y avoir atteint le point d'achèvement en 2006, on se retrouve aujourd'hui, une dizaine d'années plus tard, à une situation encore plus compliquée qu'avant. Pendant que dans certains pays, malgré tout ce qu'on disait d'eux, toute la méchanceté qu'on prêtait au président Kadhafi et tout, il se portait bien économiquement. Et le Cameroun, qui avait un bon président, qui est toujours bien présenté. Vous avez parlé de Tissus Edouard, qui a un château, mais qui dit que le Cameroun va mal. De votre côté, il a raison de le dire. De votre côté, le peuple, il n'a pas raison de le dire. Pour lui, ça va bien. Mais vous n'avez pas non plus raison de dire, pendant que le peuple n'a pas le même château, que le Cameroun va bien, parce que c'est ce que vous dites, il fait bon vivre. Nous ne le voyons pas du tout. Les secteurs du Cameroun, l'investissement dont vous parlez, ça va peut-être nous amener dans le volet monétaire. J'ai eu un problème avec ceux qui parlent de hors sujet. Dire qu'il n'y a pas de rapport entre l'économie, l'éducation, l'enseignement, la politique. Dire qu'il n'y a pas de rapport, c'est de ne pas comprendre l'interconnexion avec cela. La Chine a aujourd'hui une place dans le Conseil de sécurité de l'ONU, c'est la politique, parce qu'elle s'est développée, industrialisée, elle a produit, c'est l'économie. Les deux vont de pair. C'est un mécanisme d'interconnexion entre tous ces éléments-là. C'est pour ça que je vais donc sur le volet monétaire en disant, dans le fameux franc CFA dont on parle tout ce temps, il y a ce qu'ils appellent le rationnement du crédit par rapport au produit intérieur brut, le ratio crédit PIB. Et la France impose, c'est ce qui a toujours été le cas, malheureusement, l'opacité du président Paul Biya qui ne veut pas dialoguer avec la population parce qu'il trouve que c'est la faiblesse, a fait que la population ne comprend pas pourquoi un entrepreneur qui parfois a un titre foncier mais ne peut pas avoir son projet subventionné parce qu'à un moment donné, il y a un plafond. À partir entre 20 et 25%, vous ne pouvez pas aller au-delà. Les banques commerciales sont interdites d'octroyer des crédits. Ça veut donc dire que la politique économique du Cameroun n'a jamais été de stimuler l'investissement. Absolument pas. Elle a toujours été de contrôler l'inflation parce que comme nous ne produisons pas beaucoup et comme on ne fait pas confiance aux acteurs à quelques exceptions près, et heureusement, encore heureux, nous ne produisons pas beaucoup, donc notre politique est sur le contrôle de la stabilité des prix pour soutenir le fameux arrimage du franc CFA à l'euro. C'est pour ça qu'il est toujours égal à 655, alors qu'on dit toujours que voilà, le yuan chinois a fluctué par rapport à l'euro, le yen japonais il y a X euro 30 et ainsi de suite. Mais nous, on veut juste contenir l'inflation et maintenir
le Cameroun comme la sous-région en tant que vivier exportateur de matières premières. Et c'est le problème qu'on a eu avec le cacao. En 2017, on était à peu près 360 000 tonnes de produits. Il y avait une surproduction à l'échelle mondiale et une faible demande des transformeurs, ce qui a conduit à ce que les prix ont dû descendre. Et donc, les producteurs, en tout cas ceux qui gèrent le cacao, les nationaux, soit dit en passant, les prix, quand il faut exporter, sont gérés à la bourse de Londres, à la bourse de New York. C'est comme ça qu'on a inféodé par ce bon président, par cette bonne administration aux instances étrangères. Mais le gouvernement camerounais estime qu'il y a une résilience de la part de l'économie camerounaise face à ces multiples chocs internationaux dont vous êtes en train de faire mention. Expliquez à la grand-mère, expliquez à ma grand-mère. On a dit tout à l'heure qu'on ne comprenait rien à ce que je dis. Allez donc expliquer à ma grand-mère ce qui signifie résilience. Un pays qui est cantonné, malgré toutes ses potentialités, à ne exporter que ce que d'autres consomment et ce que lui ne consomme pas. À ne exporter que d'autres. Corrigez ça. Exporter ce que d'autres consomment. Qu'est-ce que ça veut dire? À n'exporter que ce que d'autres consomment, comme le cacao. Je ne sais pas si dans le panier de la ménagère camerounais, le café fait office de déjeuner à quelques près sur les familles, et c'est votre incompréhension ne doit pas déteindre sur le contenu d'une analyse. Je vais vous répondre, ne vous en faites pas. Donc, une économie, comme vous avez dit, tournée vers l'exportation et l'exportation de la matière brute, et on embraye encore sur le franc CFA qui, à cause de son fort taux, habitue les Camerounais à penser que c'est moins cher ailleurs parce que le franc CFA est plus élevé que les autres monnaies, notamment de l'Iran, du Japon, de beaucoup de pays. Donc, quand ces pays-là, quand c'est vendu à l'échelle internationale, le rapport entre le franc CFA et le dollar, ou entre le franc CFA et l'euro, ou même entre le franc CFA et le yuan chinois, est beaucoup plus fort, est beaucoup plus faible, en tout cas l'écart, que entre, par exemple, le riel iranien et le dollar américain, entre le riel et l'euro européen. Et du coup, on s'habitue à penser que c'est bien d'exporter le cacao, le pétrole, et après, c'est avec cet argent, ces devises qu'on va acheter ce qu'on appelle, enfin, les préfabriqués qu'on a aujourd'hui pour les stades et tout. Et quand on a justement une situation comme celle-ci, que les gens ne veulent pas de la matière première, ils en ont en abondance. Les prix baissent, il n'y a pas assez de rentrées. On a donc recours aux fameux ajustements structuraux ou structurels, je ne sais pas trop comment on les désigne. On a recours aux dictats du FMI, dont plusieurs instances se sont désolidarisées parce qu'elles trouvaient que c'était une structure encombrante. Mais on a recours à tout ça et on est maintenu comme ça dans une spirale. Il faut que nos compatriotes soient intelligents et se posent la question: pourquoi est-ce que rien n'a avancé au Cameroun? Ce n'est pas qu'on ait maudit des dieux, ce n'est pas qu'on ait qu'il y ait une sorcellerie. Rien n'a avancé. Ce n'est pas qu'il y ait une... Non, je ne vous le prête pas. Je vous en prie, Wilfried. C'est justement parce que les mauvaises formules n'ont pas été remises en question. Et on revient encore sur ce qui, pour vous, sont des acquis. Ça fait très mal aux Camerounais quand vous parlez d'hôpitaux de référence alors que Monique Oumaté, qu'elle a perdu la vie il y a quelques années, ça fait très mal de parler d'hôpitaux de référence quand toutes les structures dirigeantes de ce pays se font évacuer, même pour un grattement d'oreille. Il faut être rationnel. Alors, sur la politique, justement, sur la politique et économique du Cameroun, oui. Wilfried Ekanga qui estime qu'il y a une mauvaise stratégie économique et industrielle qui a conduit le Cameroun à retourner au FMI pour se placer à nouveau sous ajustement de la part du gendarme financier international. Il a majoritairement tout faux. Je vous prends un exemple. Il a cité la Chine et grossièrement, il a dit que la Chine, parce qu'elle avance, elle est devenue membre permanent du Conseil de sécurité. Ce n'est pas vrai. Lorsque la Chine est membre du Conseil de sécurité, ben écoutez, mais c'est pratiquement en 1945. C'est pratiquement. Faux. Attendez, j'ai dit que c'est pratiquement en 1945. Pourquoi? Je vais vous dire. Lorsque l'Occident met en place le FMI, la Banque mondiale, l'ITO, International Trade Organization, qui est devenu le GATT en 1947, et dans le même processus, ce sont les vainqueurs qui désignent les 5 membres permanents du Conseil de sécurité. L'émergence de la Chine date dans les années 80. La Chine est dans le tiers-monde. Vous comprenez? Quand vous dites que c'est faux, je voudrais vous rappeler que les tenants de la dynamique de Bagdong, Bagdong, c'est la naissance de l'idéologie de développement. C'est en 1955. Je vous assure que la Chine est l'un des pays leaders du pôle tiers-mondisme. C'est-à-dire les États qui s'estiment lésés politiquement, avec des institutions qui ne tiennent pas, comme le FMI et la Banque mondiale,
avec des institutions qui ne tiennent pas, comme l'ONU, avec des institutions qui ne tiennent pas, l'ITO, International Trade Organization, qui est devenu aujourd'hui OMC, avec les accords de Marrakech en 1995. Mais vous parlez de quoi? Donc cette Chine va se construire à partir d'une idéologie propre. D'ailleurs, les 3 étapes qui ont influencé le développement de la Chine, contrairement à ce que vous dites, c'est que, 1, elle a connu sa révolution artisanale, elle a connu sa révolution agricole, et elle a reconnu sa révolution industrielle. Par contre, je suis d'accord avec vous sur un plan. L'un des problèmes majeurs qui mine les États africains se développer, c'est effectivement parce que ces États consomment pour la plupart les produits qu'ils ne produisent pas. Mais le président de la République avait annoncé une révolution agricole en prêtant serment en 2011. Oui. Il avait évoqué également un plan directeur d'industrialisation. Bien sûr. Qui devait Il y a eu mise en place. Oui, il y a Où en est-on avec ces différents projets, cette stratégie économique? Je vais aller plus loin. Il y a eu le programme de reconversion de la banane plantain. Vous savez, lorsque moi j'enseigne les relations internationales, je dis toujours aux internationalistes d'intégrer 2 déterminants. Premier déterminant, les acteurs, c'est-à-dire la programmation des États. Et deuxième déterminant, les facteurs. Nous avons reconnu que personne, je vous dis, du point de vue des facteurs, ne pouvait programmer un Boko Haram ou encore la crise anglophone qui nous coûte des milliards aujourd'hui. Il est clair que le président, si vous le remarquez très bien, a engagé un certain nombre de projets structurants. Lorsqu'il place son mandat sur le site des grandes réalisations, c'est que le président Paul Biya a dit nous avons, comme partout dans les pays du tiers-monde, un problème, la crise énergétique. Le président Paul Biya, mon champion qui doit être réélu, a déjà aussi compris que nous avons un problème, celui de la transformation de nos matières premières. Et pour cela, comment il a réagi? Malgré les goulots d'étranglement, que sont la corruption interne qu'on a reconnue avec des ministres comme Kamto qu'il a eu autour de lui, mais aussi, il y a un autre facteur très important que nous avons évoqué, la guerre. Il a mis institutionnellement en place des instruments de matérialisation d'une projection vers l'industrialisation. 1, sur ce point bien précis, il a créé un ministère des petites et moyennes entreprises. 2, il a créé une banque des petites et moyennes entreprises, contrairement à ce que dit le représentant de monsieur le ministre Kamto. Je vous fais remarquer que, sur ce point bien précis, on a réussi malgré tout au Cameroun à créer une classe intermédiaire où, comme vous le voyez aujourd'hui, il y a des microfinances qui appartiennent à des Camerounais. Vous avez une petite et moyenne industrie qui appartient à des Camerounais, au point où l'indicateur réel, puisqu'il y a un indice de développement, et là je vais le surprendre, le Cameroun aujourd'hui, en Afrique subsaharienne, est en 3e position après après l'Afrique du Sud, le Nigeria, en matière de projection industrielle et de petites et moyennes entreprises. J'ai les chiffres et nous sommes entre nous. Vous voyez que, et l'un des indices, prenez l'indice du développement humain, vous verrez que dans le monde, partout où il y a un flux migratoire très poussé, c'est que ce pays attire. Vous verrez difficilement les Camerounais partir pour aller dans les pays voisins s'installer. Hormis, c'est vrai, d'un autre côté, on a des jeunes compatriotes qui se battent pour aller remonter et accompagner des économies dans la plupart des pays voisins. Mais j'attire techniquement votre attention que c'est l'un des pays où on accueille le plus de migrants en Afrique. Je vous assure, Wilfried, ça il faut aussi le noter. Alors, ne venez pas en politique au hasard. Si aujourd'hui, un pays comme le Cameroun accueille massivement les Nigériens, les Gabonais, les Congolais, les Tchadiens, les Maliens, mais c'est qu'il y a quand même quelque chose. Vous n'allez pas là. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui en Afrique, nous sommes le leader dans la sous-région CEMAC parce que vous, Camerounais, vous êtes tellement gâtés par Paul Biya parce que, effectivement, les petits emplois, les Camerounais n'y vont plus. Regardez aujourd'hui, quels sont ceux qui font les pièces détachées? Ce sont les Nigérians. Quels sont ceux qui tiennent les restaurants? Ce sont les Nigérians. Quels sont ceux qui font au point où, aujourd'hui, et ce que j'appelle les officeurs de maison, c'est-à-dire ce qu'on appelle vulgairement les ménagères, ne sont même plus des Camerounais. Alors, on va chercher. Vous évoquez une politique industrielle. Il y a une dynamique. Ce dynamisme-là dont vous parlez, je vous en prie, permettez à
Non, je vous en prie. Sur ce dynamisme, je demande la permission à Cédric de chuter la projection. Sur ce dynamisme, vous allez revenir. Elle se matérialise par quoi? Vous allez par la mise en place des barrages de Meuvegle, de Mikin. On va en parler justement de la question énergétique. Bien d'autres les facteurs alors, ce dynamisme économique, soyez honnête, dont vous faites champion que vous n'aurez pas, que vous allez ce dynamisme dont vous faites mention, Msanga Nyamding, est-ce qu'il profite aux Camerounais ordinaires, Wilfried Ekanga? Est-ce que ces indicateurs dont vient de faire mention Msanga Nyamding sur le plan économique, est-ce que cela profite aux Camerounais? Est-ce que cette économie est inclusive, Wilfried Ekanga? Apparemment, puisque les ménagères et les petits métiers sont pris par les étrangers, apparemment, le Camerounais, il y a une classe moyenne au Cameroun, le produit intérieur brut est très élevé et le secteur informel ne tutoie pas les 80%. Les Camerounais ont tous un emploi, tout va bien. On ne peut que se répéter on ne peut que se répéter en écoutant le RDPC. Et dans cette logique de se répéter, je vous dis encore que quand on a la patience d'écouter ce que vous dites, c'est pas parce que c'est vrai. Il y a tellement de points sur lesquels on aimerait revenir et de toute façon, c'est dommage parce qu'on en oublie. Parce qu'un mensonge laissé à l'abandon devient une gangrène qui peut conduire à un abcès géant. Vous êtes mal poli, je trouve. Vous n'êtes pas sincère, monsieur. Lorsque vous dites que les projections du Cameroun le placent en tête des pays en Afrique subsaharienne, se poser la question, pourquoi vous coupez l'Afrique du Nord? Ça, c'est la première question. Ne fait-elle pas partie de l'Afrique? On peut vous poser la deuxième question, pourquoi vous ne comparez pas le PIB? C'est-à-dire, il y a une projection dans un espoir qui n'a rien à voir avec le fait, et après, il y a les faits. Les pays africains, comme le Nigeria, dont vous parlez, l'Afrique du Sud, la Libye, le Maroc, l'Égypte, l'Éthiopie, est-ce que ces pays-là ont un PIB plus faible que le Cameroun? Pas du tout. Ils ont un PIB en moyenne 10 à 20 fois supérieur au nôtre. Donc, il ne faut pas aller dire à un enfant, aujourd'hui, ton rêve est plus grand que celui de l'autre. Le fait est que... 20 fois plus. Mais le PIB de l'Égypte... C'est faux, c'est pas plus que celui du Cameroun. Le PIB de l'Égypte... 20 fois, c'est faux. Le PIB de l'Égypte tutoie les 400 milliards de dollars, quand celui du Cameroun gratte à peine les 20 milliards de dollars. C'est-à-dire, si vous voulez, si ça vous dérange, les 20 fois plus, faites vous-même le ratio. Ce n'est pas très... Faites attention, il y a Internet. Justement, on appelle ça le fact-checking, dont vous irez regarder. C'est ça que je dis, faites attention. Allons jusqu'au bout de cette... sur la question de fond concernant les indicateurs qui viennent d'être évoqués, est-ce que les Camerounais en profitent? Est-ce que les Camerounais véritablement bénéficient de cette politique économique qui a été mise en place par Paul Biya? Mais je vous le dis encore, bien sûr que non. Je l'ai mentionné tout à l'heure en détail. L'exception n'a pas vocation à contredire la règle, elle la confirme. Ce n'est pas parce que ça et là, il y a des gens qui ont réussi à s'en sortir dans un imbroglio qu'on va les prendre pour donner l'unité de mesure de la situation au Cameroun. C'est ne pas vivre dans le Cameroun dans lequel on vit. Est-ce qu'on a l'impression qu'il y a une classe moyenne quand on sort dans Douala ou dans Yaoundé dans la rue? Autant dans les pays étrangers, les Camerounais ont les boulots, les métiers les moins agréables, autant dans leur propre pays au Cameroun, les quartiers comme quartiers résidentiels sont habités soit par les hauts fonctionnaires, soit par la minorité qui a réussi l'émancipation économique, soit par des étrangers. La majorité des Camerounais, posons-leur la question, observons de manière pragmatique et empirique la société dans laquelle nous vivons. Parlons aux Camerounais du Cameroun dans lequel ils vivent, et non du Cameroun que nous avons construit idéologiquement parce que on veut justifier l'injustifiable. Les indicateurs actuellement sont totalement faux parce que l'économie, comme je viens de le présenter, reste focalisée aussi bien sûr dans le domaine agricole sur la production de la denrée première qui est transformée par d'autres parce qu'il n'y a pas de création technologique. Ce qui permet d'ouvrir une parenthèse quand je disais tout à l'heure qu'il y a un rapport fort entre l'économie et la politique. Vous parliez de la Chine. En 1945, déjà, la Chine, comme on la connaît aujourd'hui, n'existait pas. C'est le 1er octobre 1949 que Mao Tse-tung proclame nous sommes d'accord. La République populaire. Et vous confondez peut-être la République de Chine. Non, je comprends.
Je vous ai parlé de la création de l'ONU en Le 47. Taïwan d'aujourd'hui, parce que c'est en 71, c'est dans les années 70 que la Chine... 49, je suis d'accord avec vous. Que la Chine intègre justement le Conseil de sécurité, et c'est parce que... Les Occidentaux l'ont voulu. Il n'y a pas que le volet économique, il y a le volet militaire. La Corée du Sud l'a bien compris récemment en s'appesantissant d'abord sur l'autonomie nucléaire avant même l'économie. C'est en 64 que la Chine élabore sa bombe atomique. Donc plus que l'économie, elle a la puissance de répondre à ceux-là qui l'ont assujetti et en fait, qui en ont fait le pays du tiers-monde que vous avez présenté avec brio. Mais maintenant, elle peut parler et en raison de l'énorme potentiel économique et du dynamisme qu'elle est en train d'amorcer, on voit ce qu'elle représente en termes de potentiel et on l'intègre. Parce que Zhou Enlai, en Chine, le premier ministre de Mao Tse-tung, avait déjà élaboré et dessiné avec un pragmatisme fou le projet de développement, les 4 modernisations: l'agriculture, l'industrie, les sciences et techniques, l'armement, et il a été matérialisé, comme vous avez dit, dans les années 80. Mais le Cameroun a justement mis sur pied le document de stratégie pour la croissance et l'emploi. Est-ce que cette boussole économique a permis justement de mettre en œuvre, selon vous, les différents projets initiés par le gouvernement? La boussole a malheureusement amené le navire en eau trouble. C'est comme Tristan qui est arrivé aux Amériques en pensant qu'il était arrivé en Inde. Le document de stratégie pour la croissance et l'emploi parlait d'une industrialisation à 9%, pour ne pas dire à 2 chiffres. Or, les dernières analystes montraient déjà que pour amorcer d'ici 2035, le fameux, comme ils se projettent à 2035, la fameuse croissance à 9 chiffres, il faut avoir une production d'énergie de 3000 mégawatts. Est-ce qu'on en est capable? Les pays sérieux élaborent des projets en conformité avec leur visée. Ils ne se contentent pas de slogans. C'est pour ça que la Chine a construit le barrage des 3 gorges sur le Yangtze, le fleuve le plus long du pays et le plus long d'Asie, qui fait 22 000 mégawatts proportionnellement aux 1,3 milliard de Chinois, parce qu'il y a une idée derrière. Il a un volume de 45 millions de mètres cubes. Est-ce que nos barrages que vous citez brillamment, est-ce que c'est parce qu'on voit l'ouvrage et qu'il est beau qu'il va fournir l'énergie? Parce qu'aujourd'hui, le Cameroun, il y a 60% de consommation d'électricité. Et les 60%, ce n'est pas comme si c'était en continu. Les délestages sont permanents. Oui. Mais pour couvrir, on dit voilà, 60% déjà que l'UQAM consacre, génère déjà, en tout cas, accapare déjà une bonne partie, une partie non négligeable. Si avec ces indicateurs, si avec ces mécanismes, ou si pour ne pas parler de la Chine, on parle du Rwanda, c'est l'économie du Rwanda, même si on n'approuve pas l'exploitation de l'Est de la RDC, c'est quand même l'économie du Rwanda qui fait que maintenant, le pays est en train d'émerger à l'échelle continentale et bientôt internationale. Tant que le Cameroun utilisera les formules qu'il utilise aujourd'hui, vous aurez beau, parce que vous voulez, vous l'avez dit, affirmer que c'est bien, parce que Paul Biya doit se maintenir au pouvoir. La réalité, elle est là. Le Cameroun ne parlera jamais à l'international parce qu'il est en train de regresser et non de progresser. Alors le Cameroun qui regresse selon le représentant du MRC sur ce plateau, et vous avez évoqué des statistiques. Il faut préciser que le sous-emploi quand même gangrène le quotidien des jeunes Camerounais. Et au moins 40% de la population vit sous le seuil de pauvreté selon l'INS. Est-ce que ces chiffres ne viennent pas contredire les ambitions du gouvernement camerounais élaborées dans le document de stratégie pour la croissance? D'ailleurs, j'irai plus loin que vous. Le sous-emploi ne touche pas seulement le secteur privé, mais le sous-emploi touche, je dirais aussi du point de vue salarial, les fonctionnaires. Quand vous faites le ratio entre ce que touche un médecin au Cameroun et au Gabon, tout simplement parce que le président Paul Biya est prudent. Il fait ce qu'on appelle la programmation. Alors, je voudrais, sur ce plan, établir une pirouette avec sa fameuse Chine. La Chine n'était pas dans un même dispositif culturel que nous. On a été colonisés. Nous sommes victimes du néocolonialisme. Moi, je trouve ça grave lorsque vous aspirez à gouverner et vous ne mettez pas en place ces pesanteurs internationaux qui sont à l'origine de la pauvreté de l'Afrique. Et l'indice de développement que vous évoquez, parlant de la programmation au Cameroun ou ailleurs, vous avez fait constater qu'il y avait une croissance à 2 chiffres, ça ne veut rien dire. Du point de vue de l'économie politique, parlez du taux de croissance endogène. Ça veut dire que si vous prenez un pays comme la France, du point de vue de l'économie politique, vous, c'est ça que le MRC ne comprend pas. Et Paul Biya l'a compris dans son organisation et de sa programmation. Le croissant est un indicateur institutionnalisé de domination. Tout simplement, lorsque un pays comme la France vous dit qu'ils ont aujourd'hui un taux de croissance de 1,4, allez dire en France que le taux de croissance est même de 3%, il n'y a plus de chômage là-bas.
Et on ne peut pas évaluer le taux de croissance pour vous montrer que vous êtes dans une dimension institutionnelle, vous ne comprenez rien du tout de cette dynamique. Vous avez des indicateurs qui nous sont importés et qui nous sont imposés, où on vous dit qu'un pays comme la Côte d'Ivoire, effectivement, est allé à un taux de croissance qui a avoisiné les 2%. Mais en même temps, vous verrez qu'ils n'ont pas des autoroutes, ils n'ont pas des hôpitaux, ils n'ont pas des aéroports. Permettez-moi, ils ne fabriquent pas l'avion, ils ne fabriquent pas. Alors, pour ce fait, le président Paul Biya, en bon gestionnaire et en homme d'expérience, ça aussi, il faut peut-être vous rappeler que la dynamique et la symbolique de sa campagne porte essentiellement sur la force de l'expérience, a compris que il ne peut pas ouvertement se battre contre certains instruments internationaux. D'ailleurs, il faut dire que ces instruments, la Banque mondiale, le FMI, etc., sont d'abord tournés pour écraser et ne pas permettre à l'Afrique à prendre une croissance. Quand on évoque le FMI, on n'est pas indépendant. Bretton Woods, c'est 44, FMI, Banque mondiale. Et comment on fait pour résoudre ce problème de sous-emploi des jeunes et de pouvoir permettre à ce que l'économie puisse reprendre des couleurs? Pour résoudre ce problème, il faut avoir un président comme Paul Biya. Et pour quelle raison? Qui a d'abord compris que... Je vais vous dire pourquoi. Je vais vous dire. Écoutez, moi je suis incapable, je suis pas... moi je donne des chiffres. Qui a d'abord compris que, on ne peut pas se projeter vers la croissance lorsqu'on a un pays instable. Ils n'ont pas pris position, ils n'ont pas compris cela. Quand il n'y a pas de guerre, vous avez des atouts. À partir de là, prenez un cas banal. Le Cameroun est aujourd'hui, sur tout le continent africain, le seul pays où, même si je reconnais que le pouvoir d'achat peut bas pour certains, je concède d'abord ça à vous et même à Wilfried, vous avez raison, mais c'est au moins un pays où, avec 300 francs, le petit débrouillard peut manger. Ce n'est pas le cas ailleurs. Un bâton de manioc qui coûte chez nous 100 francs, coûte au Gabon 1000 francs et ailleurs. Et il y a un autre élément qu'il faut évoquer, c'est que notre pays, aujourd'hui, est en train de créer une dynamique industrielle que le MRC et les autres vont pas avoir. Écoutez quand il parle. Je vous assure, Cédric. C'est quoi cette histoire où on dit... C'est comme si toute cette performance identifiée que je démontre ici, elle n'est pas réelle. Prenez le secteur privé de notre pays, du point de vue de l'économie politique. Faites attention, moi, vous savez, je ne viens pas me jeter les fleurs, je ne suis pas ça, mais je suis spécialisé en droit international économique. Et sur ça, il y a les mécanismes et les règles de jeu qui font qu'aujourd'hui, 80% du secteur privé, chez nous au Cameroun, est tenu par les nationaux. En guise d'illustration, prenez les hôtels. Le parc hôtelier camerounais est tenu à 90% par les Camerounais. Prenez les quincailleries. Prenez aujourd'hui les supermarchés. Contrairement aux pays voisins où on voit une prolifération des sociétés internes, vous allez vous rendre compte que les sociétés de transport, quand vous touristique, sans publicité, je peux citer Garantie, je peux citer. Mais reconnaissez que le président Paul Biya a transformé ce pays où, justement, aujourd'hui de plus en plus, prenez la petite restauration, prenez même des écoles privées. Les universités on vous a bien suivi, et machin. Prenez même des centres. Arrêtez de dire que Paul Biya n'a rien fait. Après vous, ça suffit. Être candidat, c'est pas raconter des histoires. Je vous en prie. La projection qui vous avez évoqué. À la fois vous fatiguez. Vous avez évoqué ce que Paul Biya maintenant permettez à Wilfried Ekanga de s'exprimer. Démontrez aussi. Permettez maintenant qui n'a rien fait, monsieur Ekanga. Permettez maintenant à Wilfried Ekanga de s'exprimer. Cette petite chansonnette en disant que 36 ans, rien n'a été fait. Merci. Donc je vous en prie, Wilfried Ekanga. Maintenant, qu'est-ce que vous proposez concrètement au sein du mouvement pour la renaissance du Cameroun pour transformer ce pays, pour relancer la croissance économique et la rendre plus inclusive pour les Camerounais? Monsieur, votre ami que j'ai vraiment apprécié et dont la disparition m'a fortement touché, Charles Etebe Yéné, avait crié un mot. Monsieur, votre ami que j'ai vraiment apprécié et dont la disparition m'a fortement touché, Charles Etebe Yéné, avait crié un mot envers un animateur de la place où il disait défroquer. Vous avez défroqué sur le plateau, monsieur Massanga Niamdi. Pas du tout, je suis un homme politique professionnel. Oui, en tout cas. C'est de la conviction politique. Si vous le dites, mais ce n'est pas... Vous avez vu Chirac à l'époque? Vous avez eu Mitterrand? Restons, moi, nous, il nous reste quelques minutes. C'est comme ça que Wilfried Ekanga de s'exprimer sur ce qui pose au sein du MRC, sur
la croissance économique, comment la relancer et comment la rendre plus inclusive? Parce que le décibel avec lequel on exprime un argument ne détermine pas la véracité de cet argument. Vous parlez le MRC, MRC, la question du journalisme. le MRC, je suis en train d'y répondre. Alors, allez-y. Le MRC propose de camerouniser la production. C'est bien d'avoir des hôtels tenus par les Camerounais. C'est bien d'avoir des bus tenus par les Camerounais. Mais dans ces hôtels, tout le mobilier vient d'ailleurs. Tout est importé. Pourtant, le Cameroun produit le bois. Absolument tout est produit par d'autres. Vous perdrez beaucoup d'hôteliers. Allez-y, La filière. Allez-y. Ils vont vous répondre. Permettez-moi, Je je n'attends plus parler. Pardonnez-moi, Cédric. Je n'attends que cela et pire dans les structures les plus luxueuses. C'est là qu'on voit l'importation de tout, même des aliments, alors que le Made in Cameroon serait le fleuron de la propagande culturelle de notre pays. J'ai pris Touristique ce matin d'ailleurs, et comme par hasard, ce sont des sandwichs. Le modèle européen qu'on nous sert et Coca-Cola, une boisson encore étrangère qu'on nous sert. Peut-être qu'ils vont me répondre, comme vous le dites, je n'attends que ça. Une vraie économie n'est pas une économie où les routes sont belles, où il y a les gratte-ciel, etc. Une vraie économie, une économie solide, c'est où ces belles routes et ces gratte-ciel sont produits au moins en majorité par les nationaux. C'est ce que fait par exemple la Chine, où à plus de 50%, vous n'avez pas le droit de détenir une concession chinoise. Alors, et vous, au sein le du MRC, justement, vous proposez quoi? autre formule. Je vous en prie. Je vous en prie. Mais ça gagne. Permettez que là, moi, je vous fais du spectacle politique. Allez-y. Oui, vous faites du Wilfried spectacle. Kanga, allez-y jusqu'au bout de vos pensées. Le MRC propose la contre-formule de ce que je viens de citer. Commencer en disant on camerounise la production. Dans les communes, le MRC veut créer ce qu'on appelle les écoles de métiers. C'est-à-dire on va séparer l'enseignement de la théorie et prioriser la pratique, prioriser les formations techniques, les formations technologiques, parce qu'il y a du génie. J'en ai rencontré un, j'en ai parlé dans une télévision de la place Arsène Thomas Biolé, que vous connaissez peut-être. Il a fait l'objet d'un grand reportage dans les chaînes camerounaises parce que il a élaboré carrément une théorie de manière autonome sur la fission nucléaire. On dit que lorsqu'il y a une perte de masse, il y a un volume d'énergie énorme qui se dégage. Ça fait que pour le potentiel énergie Cameroun, ce sera un élément clé dont on aura besoin. Et le MRC veut justement intégrer toutes ces intelligences-là dans les écoles de formation, dans les écoles de métier qu'il veut créer, même pour ceux qui n'ont pas fait de longues études ou qui n'ont pas de diplôme, parce qu'ils disposent souvent d'un talent énorme dans d'autres domaines, on va le mettre à profit et c'est ces intelligences-là, réunies dans les structures que l'État aura mis en place pour eux, qui produiront pour l'État, comme les jeunes Chinois et Sud-Coréens le font en fabriquant des drones, des petits gadgets et matérialisent déjà la grande intelligence qu'ils seront demain. Nous allons mettre toutes ces intelligences-là à profit pour créer. Parce que la première fois que je suis revenu, une amie d'Allemagne est venue aussi quelques jours plus tôt, et elle a regardé les supermarchés camerounais. Elle a dit qu'ils étaient très beaux du point de vue infrastructurel, mais elle cherchait le Made in Cameroun à l'intérieur. Dans les supermarchés luxueux, vous avez du mal à trouver ce qui a été fabriqué par le Cameroun. Tout vient d'ailleurs, comme le mobilier des meubles, comme les télévisions, absolument tout. Et il ne faut pas tomber dans le piège de penser que parce qu'on est dans un hôtel luxueux et que le DG est un Camerounais, parce que souvent même le PDG n'est pas camerounais, parce qu'on est dans ces structures-là, on est développé. C'est du développement visuel, c'est de la superficialité. Les véritables jalons qui font d'un État un pays indépendant économiquement et donc politiquement ne sont absolument pas cela. Merci à vous, messieurs, d'avoir honoré ce duel sur ce plateau Étoudi 2018. Professeur Charlemagne Pascal Messanga Nyamding, membre titulaire du comité central des RDPC. Merci d'être venu sur ce plateau. Également à vous, Wilfried Kanga, analyste politique engagé au sein du mouvement pour la renaissance du Cameroun.